Bienvenue les amis dans ce 6e épisode du Pitch. Alors petite annonce pré-épisode, tout simplement pour vous indiquer que nous avons eu la chance d'interviewer l'auteur du livre, Hugo Clément, et l'interview commence autour de 1h20. Donc si vous êtes intéressé par ce segment, vous savez quand est-ce qu'il se trouve. Petite indication également, le sujet du végétarisme est tellement vaste que nous avons décidé de découper le podcast en 3 parties. Alors n'hésitez pas à faire des pauses, à prendre tout ça tranquillement, on sortira une partie par semaine, avec des interviews à chaque fois. Alors la semaine prochaine, ce sera un juriste de l'association Eau et Rivières de Bretagne qui nous parlera un peu de l'aspect écologique. Et la semaine suivante, ce sera Oriane qui nous parlera de son mode de vie végétarien et de comment gérer tout ça dans le vrai monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Le pitch, c'est parti. 3, 4. Poupi poupi pouli 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 poupi poupi pouli pouli À toi Nico. Ah, merci beaucoup les amis, c'était une belle entrée en matière. Ah, mais vous l'avez vachement, hein. Ouais, on est bien, hein. Bravo, on est pas mal. Nico, à toi de jouer. Moi, je suis incapable de la faire. Bon, bonsoir tout le monde. Salut les copains du pitch, ça va? Salut, ça va? Et vous? Ça va bien. Ouais, bah pas mal. Bah je suis isolé là. Je me sens un peu débile, mais bon, vaut mieux. Donc du coup, je vous avais proposé de lire un livre qui s'appelle Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Est-ce que vous avez bien fait votre devoir? Je suppose qu'on a le temps. On a tout à fait bien fait tout notre est devoir. parfait, hein. On l'a lu dans tous les formats possibles, Kindle, numérique et en réel. Et Voilà. en audiobook. Et en audiobook. Ouais. C'est pas vrai. Ok. C'est donc un bouquin qui a été écrit par Hugo Clément, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, si tu veux, on m'a conseillé ce livre à titre personnel et puis même pour qu'on en parle dans le podcast en fait. Et comment dire, bah moi, on en rediscutera après. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est un livre écrit par Hugo Clément. Il est sorti en 2019 et puis il a été paru grâce aux éditions du Seuil, qui est une édition française qui a un catalogue très riche et varié. Apparaître, il y a pas mal parce qu'effectivement, il y a quand même des livres de jeunesse, d'enfance, etc. Mais il y a aussi des livres un petit peu qui se penchent sur les sciences sociales, pardon. Genre Apparaître, il y a Carnet de manif, Portrait d'une France en marche, ça a l'air super cool, c'est des croquis et tout. De Cyril Pedrosa et Loïc Sécheresse. Et sinon, par exemple, il y a Contre les femmes, la montée d'une haine mondiale de Abraham de Swan. Et donc du coup, tu sais, j'ai lu le pitch et ça a l'air d'être super intéressant en fait. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de choses et notamment des livres d'intérêt généraux quoi. Et donc bref, l'idée c'était de lire ce livre pour en apprécier les lignes bien sûr, mais surtout traiter d'un sujet de société, même plusieurs qui s'entremêlent. Le sommeil. Et donc on non, va pardon. Oups, Non, je me suis fourré. On recommence. Quentin, on a dit qu'on arrêtait de faire ça quoi. Merde. Et donc du coup ici on va parler de la condition animale, notamment d'élevage, de l'industrie carnée, de ses abattoirs, d'impact écologique et enfin de régime alimentaire. Ça s'annonce plutôt cool. Et en fait, on est d'accord pour dire les gars que on est trois mecs curieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et On peut dire ça. en fait là on a. Tu voulais pas dire curieux, tu voulais dire bête en fait. C'est ça le. Non justement. Un peu naïf parfois peut-être, mais justement on a cette curiosité, on a envie d'aller Mais voir. on a un vrai désir de pousser d'apprendre. les murs. C'est le principal. Ça c'est ce que me disait mon Mais c'est ça, professeur ouais. à l'école. C'est beau. Et donc moi pour être honnête en plus j'ai lu le bouquin dans une période de ma vie où je voulais faire des efforts nutritifs et culinaires. Et en fait en ayant fini le bouquin je me suis rendu compte que la tâche est beaucoup plus laborieuse que prévu par rapport aux valeurs que je souhaite avoir. Enfin bref. Toi qui t'étais dit je vais faire des pâtes, ça sera vegan. Putain, c'est raté quoi. Des pâtes au fromage. Ah bah Bien ouais, le c'est fromage. fichu. Mais donc du coup Hugo Clément il est journaliste, voilà pour le présenter rapidement, il doit avoir à peu près la trentaine là. Et donc il est passé sur France 2, comment ça s'appelle déjà, le petit journal avant Quotidien du coup. Et pareil, il a travaillé à Combini News. Je connaissais pas, mais plutôt c'était cool. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il est vachement passionné en fait des enjeux de société et notamment de la cause environnementale et animale. Et c'est en fait le pourquoi du comment qu'il a écrit ce bouquin en fait, je trouve. Et le truc qui est chouette, vous me direz ce que vous en pensez, mais que le bouquin il est pas forcément très vindicatif.
Et en fait, lui, avant d'être végétarien, parce qu'il est végétarien depuis 3 ans, c'était un viandard. Et en fait, dans le bouquin, il va juste exposer plein de bonnes raisons d'aller vers le végétarisme, mais sans oublier que lui aussi a été viandard et même du coup ça a été compliqué pour lui du coup de passer le cap quoi. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé chouette dans le bouquin. Et puis en plus il est journaliste donc évidemment il va, excusez-moi mon crayon est tombé par terre. Mais du coup voilà, crayon tombé. Mais ouais, mais du coup je suis tellement dans une configuration complexe que je peux pas me baisser pour le ramasser. Non, mais du coup j'espère que j'aurai pas de notes à prendre. Ce que tu dis Nicolas, c'est vrai que je trouve que le bouquin enfin moi je connaissais pas très très bien Hugo Clément. Après on peut avoir un peu des a priori des fois en se disant ouais, c'est un journaliste qui se met en scène aussi dans le fait d'arrêter de manger de la viande et tout, et du coup j'avais une petite appréhension sur le ton du bouquin. Je me disais surtout dans ces sujets-là qui peuvent être un petit peu touchy et on peut en parler de manière un peu passionnée et tout, je me suis dit c'est vrai que juste avant le podcast, Damien m'a quand même dit putain ces herbivores ils me cassent les... Alors on avait dit qu'on disait pas ça parce que je vais me prendre des... non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est clair que ce sujet, le végétarisme, c'est un peu un sujet qui déchaîne les passions. Complètement. C'est clair. Et moi j'avais peur d'un ton un peu moralisateur ou donneur de leçons de la part des gens qui s'expriment dessus, parce que parfois ça peut arriver. Et je trouvais que j'ai été vraiment agréablement surpris par le ton du bouquin. Je trouvais que, comme tu dis Nicolas, il y avait une posture une certaine humilité, aussi une reconnaissance qu'il n'est pas parfait non plus, qu'il a plein de contradictions comme on en a tous, qu'il a plein de paradoxes. Et je trouve que c'est plutôt bien c'est plutôt bien raconté en fait. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que donc sur le bouquin, on a fait un joli tour en tout cas sur l'extérieur. Je pense qu'il est important aussi de dire que dans ce podcast, bien sûr, comme d'habitude, ça va être notre review un peu culturel, notre chronique culturelle et notre avis et notre lecture. On n'est pas parfait non plus. On a nos avis, on a nos recherches qui ne seront pas parfaites, mais qui sont là pour apporter on a nos biais, nos vécus, nos expériences. Et ça apporte des débuts de réponse, quoi. On n'est pas du tout dans une optique de donner une vérité, ou voilà, on veut juste essayer d'ausculter une question qu'on s'est posée tous les trois à travers ce bouquin-là, mais aussi plein d'autres recherches, plein d'autres documentaires, podcasts et autres choses qu'on a pu voir. Et de toute façon, c'est ça. On n'est pas là pour professer la bonne parole du tout, quoi. Sachant qu'on est tous les trois, pour l'instant en tout cas, omnivores. On mange de la viande. C'est bien de le préciser. Tout à fait. Et comment dire, c'est bien que tu précises ça. Effectivement, nous on va faire ce podcast a priori en fonction de l'argumentaire, en suivant l'argumentaire d'Hugo Clément, mais effectivement en parsemant de certaines recherches qu'on a pu faire qui, voilà, comme tu dis, on leur limite aussi, mais surtout par rapport à nos expériences personnelles et notre façon de penser qui est vraiment propre à nous. Et donc effectivement, c'est pas une vérité générale qu'on va donner là, quoi. Mais donc pas de hate dans les commentaires, s'il vous plaît. Ouais, surtout. Et juste un petit truc, moi je trouve que c'est super intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que à titre personnel, ça me travaille depuis quelques mois, voire quelques années, où vraiment je me dis il faut que je me motive pour essayer vraiment d'aller plus loin dans la réflexion autour de ce sujet-là. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir en discuter tous les trois là. Parce que c'est vraiment un sujet, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais qui passionne beaucoup, qui donne lieu à beaucoup de réactions parfois un petit peu enflammées des uns et des autres. Et je trouve qu'on a tout à gagner à dépassionner un peu le débat, à prendre un peu de recul, à ausculter les faits, et surtout à pas se donner de leçons, quoi. Donc si d'aventure on a l'impression, vous avez l'impression qu'on donne des leçons, c'est pas voulu, et on essaiera. Est-ce qu'on sort dès maintenant l'argument du alors non, mais je suis pas contre les végétariens, parce que moi j'ai une copine qui est végétarienne. la fameuse copine voilà, la fameuse copine végétarienne. Ou l'argument de moi je suis pas contre les carnistes, mais c'est juste qu'en fait c'est des meurtriers, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, donc ce genre d'argument qui peut un petit peu fermer le débat et sceller les choses, ça serait un peu dommage, et du coup je pense qu'on peut puis surtout que dans le bouquin en plus il y a vraiment cette ce recul là, quoi, genre chacun au final pense ce qu'il veut, quoi, et en fait tu le sens dans le bouquin, et même aussi par rapport parce qu'il a rencontré pas mal de gens, que ça soit pour l'écriture de ce bouquin ou même dans son expérience de journaliste, qui ont une position sur le végétarisme, et en fait du coup il marque un petit peu c'est super chiant de parler avec des écouteurs, et
il montre un petit peu la teneur de différents discours que peuvent avoir les différentes personnes. Genre il y a quelqu'un qui a Mauricio Garcia Pereira qui a bossé dans un abattoir, il y a Geoffrey Le Guiche qui est journaliste, il y a Damien Mender qui est aux origines de la Fondation internationale de lutte contre le braconnage. Donc il y a plein de gens avec des statuts différents, etc., d'origines différentes et qui ont tous un discours nuancé vis-à-vis de ce mouvement. Et du coup c'est super intéressant justement qu'il en parle, et avec cette humilité, ce recul, et comme tu dis, pas de leçons à donner, quoi. Ouais, voilà une vision des choses. Nourris-toi-en. Comme tu dis, les allers-retours qu'il y a entre son expérience personnelle et, comme tu le dis, en fait, il est végétarien depuis assez peu de temps, finalement. Hugo Clément, ça fait quoi? C'était en 2016, je crois, qu'il a arrêté la viande. Et 18 mois plus tard, le poisson, parce qu'il a pas arrêté les deux en même temps, comme il explique dans son bouquin. Et du coup, cette espèce d'aller-retour entre la recherche, les experts, les gens militants dans les assos ou les choses comme ça, et sa propre expérience, je trouve, marche assez bien. Finalement. Même si je nuancerais la chose d'avance en disant que bien sûr, bien entendu, on peut trouver et on peut montrer, ce qui n'est pas forcément le cas dans le bouquin, mais on peut toujours trouver et montrer les recherches qui nous arrangent. Donc tout est à prendre. Donc le bouquin est assez bien renseigné, je trouve. Mais voilà, on le sait, on le prend en compte aussi. Et moi, je vais par exemple apporter des nuances dans la dernière partie. Et c'est évidemment pas une ode au bouquin à 100%. Tout est parfait. Bien sûr, il y a des choses. Non, complètement. Après, le bouquin il marche plutôt bien, moi je trouve. À l'intérêt, je trouve, de mettre beaucoup de faits sur la table et beaucoup de chiffres qui sont des chiffres vérifiés, parce que c'est des choses qui sont documentées et qui ont été faites par des organismes très sérieux. Et mais bien sûr, évidemment, c'est aussi une thèse, ce bouquin. Voilà. C'est aussi, il y a un point de vue. Il y a un engagement de la part du Hugo Clément, et donc forcément, il y aura pas énormément d'arguments pour le camp adverse dedans. Excuse-moi, on dirait tu sais, un reporter qui est sur place. Et oui, ici nous avons des conditions oui, James, tout de suite sur le cours central de Suzanne Langlaine, Novak Djokovic vient de remporter le 2e set et c'est formidable. À vous Cognac J, à vous les studios. Novak Djokovic d'ailleurs qui est végétarien. Et oui. On le sait moins, mais comme Venus Williams, dans son bouquin, les deux tennisman multi-récompensés sont végétariens. Voilà comment on fait une transition parfaite. Exactement. Ce podcast va se structurer en 3 parties, donc parce que naturellement le bouquin se structure en 3 parties. D'abord, on va traiter de la souffrance animale, ensuite de la question de l'écologie et du végétarisme, merci. Végétarisme. Et finalement de la question de la nutrition, de la diététique et du végétarisme. Donc, ce qui en fait correspond aux 3 arguments des végétariens pour adopter ce régime alimentaire. Finalement, c'est d'un côté, on arrête de faire souffrir les animaux parce que c'est immoral, et c'est des traitements ignobles. Deuxième, ça fait du bien à la planète parce que l'élevage industriel intensif fait des ravages au climat. Et troisièmement, on est convaincu que ce régime alimentaire aura des bienfaits sur notre santé. Voilà. Et donc le podcast, lui, sera structuré en 3 parties. Et normalement, vous aurez une partie, je pense, toutes les semaines, sur 3 semaines, avec possiblement des guests et des interviews qui vont arriver. Et oui, parce qu'on va essayer peut-être d'innover dans le pitch, une fois n'est pas coutume, et peut-être d'inviter des gens à s'exprimer depuis une expertise qui n'est pas la nôtre, parce qu'on est loin d'être expert sur le sujet. Depuis une expertise, quoi. Qui n'est pas une expertise, du coup, qui est vraiment l'inverse d'une expertise, à savoir le café du commerce. C'est ça. Non, et en fait, on s'est dit que ça pouvait être super intéressant, justement, de convoquer dans le podcast des gens qui en savaient plus que nous et qui pouvaient donner des éléments intéressants pour le débat. Exactement. Peut-être juste avant de commencer, les gars, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit tour sur les définitions, parce qu'il y a des mots qu'on va utiliser qui, moi, étaient pas très très clairs dans ma tête avant que t'as raison, planche, et qui seront peut-être pas clairs dans la tête de tout le monde, donc ça vaut le coup peut-être à mon avis de passer en revue. Végétarisme, terrorisme, la différence. Al-Qaïda, c'est les mecs qui veulent vraiment. Cellule terroriste. Burqa. Tu sais, les mecs qui veulent vraiment être direct. Parfait. Mais alors, du coup, peut-être la différence entre végétarisme, végétalisme et véganisme dans un premier temps. Ok. Parce que c'est vraiment trois choses différentes. Le végétarisme, c'est quoi? C'est un régime alimentaire qui consiste à exclure de son alimentation la viande et le poisson. La chair animale. La chair animale. Sachant que les poissons sont des animaux, selon la classification. Mais c'est de la viande en soi. Je suis pas sûr pour les... pour moi, le poisson, ça a toujours été de la viande, dans un sens, quoi. Voilà. Je suis pas sûr de la position sur les mollusques. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un doute sur tout ce qui est certains crustacés, les huîtres, les moules et tout, parce que des personnes. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, mais en tout cas, les poissons dans leur immense majorité sont considérés comme des animaux. Donc, quand on parlera d'animaux
et spécifiquement d'animaux non humains, qui est une expression qui est utilisée par les véganes notamment, parce que il y a aussi une considération que nous sommes des mammifères, donc nous sommes des animaux. Et ben on parlera bien de viande et enfin d'animaux, de mammifères et de poissons quoi. Voilà. Donc du coup le végétarisme c'est exclure de son alimentation les animaux, donc en fait la viande animale et la viande de poisson. Le végétalisme, là aussi, c'est un régime alimentaire. Donc, on parle bien juste d'exclure et de choisir ce qu'on va manger. Et là, ça consiste à exclure de son alimentation la viande plus le poisson, mais aussi tous les produits d'origine animale. Voilà. Donc, les œufs, miel, le lait. fromage. Le miel aussi. Toutes les Ouais. le miel aussi, ouais. c'est ça. Oui. Encore un c'est point dur. pour Nicolas qui c'est dur, Nicolas. Non, mais c'est dur. Tu sais, en m'étant renseigné dessus, j'avais pas tout de suite pensé au miel, loin de là même. Ouais, non, il pense pas. Mais par exemple, je pense aussi tout ce qui est issu de l'exploitation des animaux, il me semble. Ouais. Donc, est-ce qu'on compte les truffes, par exemple, qui sont trouvées avec des... Ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose. C'est possible. Voilà. Ouais. C'est une question que je vais rechercher pendant que... Qui sont des dénicheurs de truffes. Voilà. Ouais. En direct. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Et donc, je continue avec le véganisme, qui est pour le coup plus large juste un régime alimentaire. C'est un mode de vie, en fait. C'est un choix de vie, une philosophie de vie. Et là, ça consiste évidemment à adopter un régime alimentaire végétalien. Donc, pas de poisson, pas de viande et pas d'aliments issus des animaux et de la production animale. Mais aussi, c'est en fait un mode de vie qui consiste à dire qu'on refuse toute forme de cruauté, de souffrance et d'exploitation animale. Donc, ça passe aussi par le fait de ne pas se vêtir de cuir, de laine, ne pas utiliser des cosmétiques, par exemple, issus de la graisse de certains animaux. Enfin voilà, vraiment enlever de tout son mode de vie tout ce qui est issu de l'exploitation, de la souffrance ou de la cruauté envers les animaux. Voilà, et du coup, ça inclut, je viens de vérifier, les truffes pour les véganes, pas pour les végétaliens, parce que ça fait pas partie de tout ce qui est produit directement tiré de l'animal. Par contre, ça fait partie de l'exploitation animale, donc la truffe n'est pas végane, et le vin non plus, par exemple. Il y a des vins véganes, mais pas tous, parce qu'il y a des ingrédients, ce qu'ils appellent des agents de collage, j'ai ça sous les yeux, pour filtrer le vin, qui peuvent contenir de la gélatine, de la colle de poisson, de l'albumine, du sang, tout ça. Et c'est pour ça que les véganes, d'ailleurs, ne mangent pas et les végétariens aussi ne mangent pas de bonbons Haribo, parce qu'il y a énormément de graisse de porc dans beaucoup de bonbons. Ils les ont changés il y a un moment. Ils les ont changés. Semble, ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais pas tous. Oui, effectivement, il y a eu un problème avec la graisse de porc et les bonbons Haribo et les autres bonbons. Mais il me semble bien qu'Haribo a changé en tout cas en France, sa composition. Et alors, juste pour finir avec ce petit chapitre définition qui est un peu laborieux, j'espère que vous avez pris des notes, qui vaut le coup. On va peut-être aborder la notion d'antispécisme aussi. L'antispécisme, c'est quoi ? C'est en fait le concept de dire que aucune espèce n'est au-dessus des autres et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces. En fait, c'est dérivé du spécisme. Le spécisme, c'est quoi ? C'est l'inverse. C'est considérer que l'homme est supérieur aux autres espèces, et du coup découle de ça le fait que l'homme aurait le droit, par sa domination et sa supériorité, d'asservir, d'exploiter, de manger, de se vêtir avec d'autres espèces animales, voilà. Et donc du coup, l'antispécisme, c'est un argument fort des véganes notamment, qui considèrent que justement, comme chaque espèce est au même niveau et a un intérêt à vivre égal avec l'homme, on n'a aucun droit en tant qu'humain d'exploiter les animaux et de s'en nourrir. Et du coup, ça me fait penser, tu sais, au schéma qu'ils en ont fait. C'est le schéma de la chaîne alimentaire où l'homme est au-dessus, et donc tout de suite ça met un sentiment de supériorité. Mais du coup, le truc des véganes, c'est justement de représenter toutes les espèces en fait, mais dans un cercle où du coup tout le monde est égal, quoi. C'est trop bien. Et puis c'est très joli. Voilà. Et se tient la main. Ouais. Comme on dit les copains. Ah ouais, ça marche. Et écoutez, merci les gars. On va peut-être pouvoir se jeter un petit peu dans notre première partie. La souffrance animale. Consacrée à la souffrance animale. Avec un. Voilà. T'auras des flammes au montage. Le truc, c'était voilà, c'est ça. Pour avoir un peu de peps et de pouvoir attirer la vue. De drama, ouais. C'est clickbait. Oui, donc la première partie, c'est d'ailleurs la première partie qui est illustrée dans le bouquin de
de Hugo Clément, voilà, qu'il était cherché, qui consacre énormément de pages dans le début, dans la moitié de son bouquin, parce que c'est vraiment beaucoup de chapitres, je trouve. C'est la majorité. Cette question de la souffrance animale, qui est, en fait, un des arguments, un des arguments les plus forts pour les végétariens pour arrêter de manger de la viande et du poisson. Et du coup, Hugo Clément va s'atteler dans ses premiers chapitres à faire une espèce de panorama, de catalogue de toute l'intelligence animale pour essayer de débunker un peu l'argument qui voudrait que les animaux sont moins conscients, moins intelligents, moins réflexifs, capables de moins d'empathie ou de moins d'intelligence sociale que les humains. Sauf les chiens et les chats. Sauf les chiens et les chats qui sont nos animaux de compagnie. Et justement, en fait, il va à grand renfort d'exemples, d'études qui ont été menées sur des primates, mais aussi sur des animaux d'élevage, parce qu'il y en a eu certaines quand même. Il y a eu très peu d'études scientifiques sur les animaux d'élevage, ceux qui servent à nous nourrir, mais il y en a quand même eu. Et justement, il va essayer de nous démontrer dans cette première grosse partie que les animaux sont vachement plus étonnants et plus surprenants qu'on peut penser, et qui nous étonneraient par leur capacité intellectuelle et leur capacité de conscience et de sentience, qui est en fait un mix entre conscience et sensibilité. Corentin, je suis désolé, on dirait une intro d'un documentaire de National Geographic. Ces petits animaux vraiment étonnants. Ces petits animaux qui nous étonnent. Il me regarde. Ces animaux qui nous étonnent, un grand coup de recherche, et nous avons repéré que le primate Excuse-moi. Ok, ouais, j'avoue, j'ai ce côté très professoral. C'était génial. Ça fait partie de mon charme et de mon ridicule. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, c'était génial. Mais oui, tu as complètement raison, il va nous démontrer que les animaux sont pas si bêtes que ça. En tout cas, et notamment les animaux qu'on pense bêtes en fait. Exactement. Parce qu'il va reprendre notamment des expressions un peu classiques du genre tu suis les autres comme un mouton, ou alors on va pas donner de la confiture à des cochons ou des choses comme ça. Il va essayer de faire un zoom sur chacun de ces animaux-là pour nous montrer qu'ils sont beaucoup plus intelligents et surprenants. Et de manière plus générale, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Il y a une expression aussi qui dit on n'est pas des bêtes. Et là, du coup, ça comprend tous les animaux non humains. Ça marche pas, quoi. Ah si. Oui. C'est ça. Bah non, parce qu'on est des bêtes. Non, mais justement, un homme qui dit ça, on n'est pas des bêtes, ça veut dire que l'homme est au-dessus et toutes les espèces, et il y a pas le cochon qui se démarque un peu, c'est vraiment toutes les autres espèces. C'est des dans ce sens-là. Je vois bien. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis, Nico, parce que ça arrive. Parce que justement, c'est un argument. C'est un argument de beaucoup de gens qui sont contre le végétarisme et qui trouvent que c'est pas un bon choix de vie. C'est un argument qui est tout et son contraire. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y aura des anti-végétariens qui vont dire « Bah ouais, mais attendez, l'homme est pas un animal comme les autres, donc on a le droit de manger des animaux parce qu'on est supérieur et on se distingue du reste des animaux. » Et d'un autre côté, il y a d'autres anti-végétariens qui vont dire « Bah non, mais l'homme est un animal comme les autres. » Et ben on les bouffe. Donc voilà, les animaux se mangent entre eux, les animaux se font de la cruauté, de la souffrance et de l'exploitation entre eux. Donc, à notre juste titre d'animal, on a le droit de le faire aux autres animaux. Allez, envoyez tout ça à la bataille. Non, mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a l'argument et son contraire qui veulent prouver le même point que on a tout intérêt à pas être végétarien. Exactement. C'est assez étonnant. Mais donc voilà, donc pour citer quelques petits exemples un peu rigolos qui développe dans son bouquin, il va nous raconter que des cochons, par exemple, il y a des études qui ont été menées sur des cochons où on leur fait faire des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils sont dans une salle, je crois, et ils doivent se déplacer pour faire bouger un joystick avec leur groin et pour mettre un signe au centre d'une truc et tout, ce qui est quand même une activité qui est pas forcément à la portée de tous les animaux, et en fait ils sont super doués là-dedans, et toutes les études qui ont été menées sur ces cochons montrent que qu'ils sont meilleurs à Call of Duty que moi déjà. Ils sont devenus accros aussi. Ils font du headshot quasiment à 80%. Moi j'ai vu des frag movies de cochons, carrément. Bon, ils sont un peu en retard parce que du coup pour mettre sur YouTube c'est long avec les pattes. Bah, c'est ça. Donc ils sont 4-5 ans en retard, mais ils sont là. D'ailleurs, je crois que le premier joueur de Call of Duty du monde est un cochon, en fait. Est un cochon, ouais. On le dit pas parce que c'est tabou et puis qui veut pas se faire comprends. Mais donc voilà, donc on apprend que les cochons sont très forts en jeux vidéo et qu'en plus, non seulement ils sont super intelligents et donc ils arrivent avec leur groin à bouger le joystick, mais qu'en plus ils y prennent du plaisir et qu'ils sont capables d'enthousiasme et ils y vont tout seuls parce que apparemment ils sont contents de le faire, quoi. Ouais, ils deviennent accros aussi. Il y a aussi des études sur des poulets et des volatiles, notamment la poule qui va aider, je crois, qui va sauver une vie humaine. Il y avait une c'était un porc, enfin une
C'était un porc. Ouais, mais attends. Vas-y Nico, je te rappelle. Je sais plus comment dit la femelle du porc. Bref, elle était comment dirais-je, dans une habitation, elle avait une maîtresse, on va dire quoi. Il y avait un chien aussi, et du coup la propriétaire de la maison, je sais plus, elle tombe dans les pommes ou elle doit faire un arrêt cardiaque, je sais plus exactement, mais bref, elle tombe. Le chien le ressent et crie au secours, mais les aboiements ne suffisent pas. Faut croire que la maison était assez reculée, et en fait, la porc. Ah bon, la truie, putain. La truie, oh oui. Bravo. La truie va parcourir quelques mètres pour justement s'installer sur une route et ne plus bouger, parce que faut dire qu'elle était assez grosse a priori. Et en fait, il y a une voiture qui arrive, évidemment, du coup le conducteur s'arrête, puisqu'effectivement heureusement, on va pas l'écraser. Il a peut-être sinon l'histoire était pas la même quand même. Il a pas envie de bousiller sa caisse et tout le monde et voilà. Et donc du coup a priori le conducteur il était plutôt étonné du comportement de l'animal, donc il s'arrête et tout, et puis la truie lui fait comprendre de la suivre et l'amène devant la propriétaire qui est allongée, et donc lui appelle les secours, et puis à ce que j'ai compris à 15 minutes près il y avait moyen qu'elle y passe en fait, et donc effectivement son animal de compagnie, puisque ça a l'air quand même d'être un animal de compagnie pour cette femme, lui a sauvé la vie quoi, alors qu'un chien l'a pas fait. Enfin, attendez quand même. Ouais. Et ça fait réfléchir. Hein, tous ceux qui ont des chiens là chez vous. Là, non mais est-ce que vous feriez pas mieux de bouffer vos chiens et donc il y a une question de fidélité qui est assez ouf, et aussi une autre histoire, tu sais, c'est avec les vaches qui ont compris que en ouvrant un loquet, elles auront accès à une autre partie du hangar où du coup il y aura de la bouffe. Et en fait, ils ont révélé que non seulement elles sont intelligentes parce qu'elles le comprennent, elles arrivent à actionner le loquet, et en plus elles prennent du plaisir, il y a une satisfaction personnelle comme nous on peut avoir quand tu réussis un truc de bien. Et c'est cool cette satisfaction-là. Et donc du coup même effectivement les vaches l'ont, et c'est justement pour appuyer le point qui dit que on a la même capacité d'émotion, de sensation, etc. Donc soyons tous au même niveau. Complètement. Et ça bat en brèche l'argument qui consiste à dire que les animaux sont que des espèces d'automates, de robots qui sont juste animés par des instincts, l'instinct de se nourrir, de se reproduire, de dormir, et que justement ils sont capables de faire des choses qui ont aucun intérêt dans la préservation de l'espèce, mais juste à s'amuser, à se divertir et à faire des choses qui sortent un peu de leur schéma, et qu'en fait ce sont des individus et pas juste une espèce qui est condamnée à refaire les mêmes gestes tout le temps. Et je pense que ce qui diffère en fait plutôt, au lieu de dire que l'animal est complètement différent de nous, ce qui diffère plutôt c'est notre vision de certaines espèces. Le fait qu'on trouve, alors c'est très culturel, mais qu'on trouve un chat, un chien ou je sais pas, un hamster mignon, assez mignon pour l'avoir en animal de compagnie, c'est complètement notre point de vue sur les espèces qui les différencie plutôt que les capacités des espèces en elles-mêmes. Mais il y a aussi, faut pas oublier ce point de sélection artificielle et d'évolution aussi, qui fait que l'homme a très tôt fait en sorte de séparer ces espèces-là. Donc certaines espèces ont été élevées pour l'abattage et tout ça. Enfin, à la base, c'était pas non plus des choses des usines. Et d'autres pour, comme les chiens par exemple, qui ont été complètement sélectionnés artificiellement par l'homme, du loup, pour devenir les chiens qu'on connaît, toutes les espèces de chiens qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un biais, je pense, entre la façon dont on considère un chien et une vache, même si c'est peut-être pas la bonne façon, mais c'est aussi pour ça, parce que on a cette tradition entre guillemets de le chien a toujours été là, il a même été créé entre guillemets par l'homme pour l'accompagner, donc c'est pas un animal comme les autres. Même les chats, hein, qui servaient à l'époque de, tu vois, quand on était devenu sédentaire et qu'on avait des entrepôts pour mettre les denrées, il y avait des rats, machin, et donc du coup les humains se sont dit vas-y, les chats bouffent les rats, comme ça on garde notre manger, c'est cool quoi. Genre comment dire, c'était très sur de la collectivité, enfin l'un permettait à l'autre quelque chose, et une sorte de symbiose quoi. Et c'est aussi pour ça que ce que tu disais, les chats, les chiens, se sont développés au fur et à mesure et ont changé peu à peu d'apparence. Et d'ailleurs dans Cosmos, qu'on peut apprendre ça dans notre dernier podcast, on changeait un petit link dans la saison 1 pour Nicolas. Merci. Salaud. On changeait d'apparence au fur et à mesure pour devenir de plus en plus
plaisants pour l'homme, c'est-à-dire de plus en plus mignons à nos yeux. Ils ont pris des caractéristiques de plus en plus mignonnes parce qu'ils avaient plus de chances de survie en étant plus mignons. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement touché par un chien ou par un chat, par son visage, ou d'autres espèces dans le même genre, plutôt que on se sent un peu plus lointain et loin, tu vois, d'un poulpe ou d'une vache. Que d'un chien ou d'un chat, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attributs mignons entre guillemets pour nous. Après c'est une question aussi culturelle d'attribuer de la mignonnerie, je sais pas comment appeler ça, mais tu vois aussi en Égypte le culte du chat, quoi. Donc c'est vrai que ça va dépendre des civilisations. Et en Inde, le culte de la vache. Ouais, de la vache, c'est vrai, ouais. Sacré. Mais complètement. Ouais, c'est vrai que c'est très culturel, quoi. Mais pour le coup, après, je pense que là, je suis d'accord. Enfin, c'est en fonction de la proximité qu'on a avec l'animal. Bon, moi, j'ai pas du tout été élevé dans une ferme, mais je sais que mon père l'a été, par exemple. Et donc, du coup, non, mais. J'ai cru que t'allais dire moi j'ai vécu dans une ferme. On dit rarement moi j'ai pas du tout été élevé dans une ferme, mais du coup je vais vous donner un point dans une ferme. Non mais oui, parce que du coup j'en discute avec mon père et lui-même m'a progressivement quand j'étais gosse, j'étais pas extrêmement fan des animaux de la ferme, et même dans le bouquin c'est expliqué. Voilà, on recherche l'exotisme, on va plutôt être fan d'un hippopotame ou d'un éléphant, quoi. Et en fait, mon père du coup m'a amené justement à me confronter à justement ces animaux de la ferme, et qui pourtant, tu vois, c'est ceux que tu dessines, c'est les puzzles que tu fais à l'école et tout, hein. Et donc moi j'ai pas grandi avec eux, mais même justement d'avoir eu cette proximité un peu différente qu'aux zoos et tout, puisque j'étais amené à être à côté d'animaux quand même en réel et tout, et j'ai été waouh, je connais pas la vache et tout, c'est gros, ça fait peur en fait. Et en fait, je pense que ça dépend vraiment de la proximité que t'as avec ces animaux, parce que il y a certains moments dans le bouquin où je me disais mais non, moi je pense pas du tout ça, quoi. Enfin, j'ai vu des animaux qui étaient potes et tout, donc oui, pour moi c'est naturel de penser que les animaux sont en capacité sociale de vivre en communauté, de se crêper le chignon de temps en temps, de se rabibocher parfois, enfin. Et ça, franchement, nous qui sommes en ville en ce moment, je peux comprendre que du coup on n'est pas du tout ce rapport-là. Mais ceux qui effectivement grandissent en campagne, qui ont l'habitude même d'avoir des animaux domestiques et tout, ils ont vraiment un autre lien avec les animaux qui est vraiment différent, passionnant en même temps, tu vois. Et donc je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte, quoi. Bien sûr, c'est très personnel. J'ai un petit exemple de mon arrière-grand-mère qui avait des lapins, tu vois, elle élevait les lapins. Nous, on allait voir les lapins, on leur donnait à manger, mais derrière les lapins, ils servaient à être. Ouais, ils se faisaient buter après. Donc tu dis coucou, tu dis coucou à Kiki le petit lapin et tout, et tu reviens la fois d'après. Je me rappelle plus si c'était ça, mais il est dans ton assiette. Mamie, il est où Kiki? Clac, et ça lui posait aucun problème. Absolument aucun problème. Non, parce que c'est en fait ça aussi l'argument des végétariens et dont il parle Hugo Clément dans le bouquin, c'est cette espèce de dissonance cognitive qu'on a tous plus ou moins développée et qui se construit en nous et qui est construit depuis des générations. Dissonance cognitive, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une espèce de truc pas logique dans notre cerveau qui est de se dire, bah oui, Michel, la chatte de un tel et le chien d'un tel, bah, c'est des animaux de compagnie. Mais par contre, la vache n'est pas un animal de compagnie, et du coup, on a le droit de le tuer. Or, quand on commence à regarder un petit peu des études, ou comme toi, Nicolas, quand tu l'expliques, ou toi, Corentin, que tu commences à créer un mini-lien avec un animal qui est censé être une machine, voilà, au service de l'homme, un truc destiné à être mangé, on se rend compte que la frontière est quand même bizarre et qu'il y a un problème, parce que oui, lui aussi est capable de nous redonner des marques d'intérêt, d'affection, tout comme le fait notre chien ou notre chat. Et du coup, on se dit, mais attends, et tout. Et donc, ce que disent les végétariens, c'est qu'on a un intérêt collectif tous à pas vraiment trop se poser la question et à sauvegarder cette dissonance cognitive en disant non, mais à pas trop interroger ça, en se disant bon, il y a pas de problème. Mais c'est l'exemple en fait dans le bouquin. Il y a un moment, il dit par exemple, je le cite, en achetant un steak ou un saucisson de supermarché, je ne me demande pas si la vache a des sentiments. Et en fait, j'ai recherché un petit peu ce truc-là. Ce biais cognitif, c'est ça s'appelle une heuristique de jugement. Donc c'est le terme un peu technique. Et en fait, c'est tout simplement des opérations mentales automatiques qui nous permettent de gagner du temps et de pas tout réfléchir et de remettre en cause toute notre réalité à chaque changement. De pas tirer le fil en fait. Exactement. Sinon, en fait, ça serait juste trop complexe de vivre en tant qu'être humain. On en a tous. Je mange quelque chose de sucré, le soir avant d'aller me coucher, je me lave les dents. Tu vois, ce genre d'automatisme-là,
qui en fait qui nous permettent de fonctionner en tant qu'humains quoi finalement. Ouais, et qui sont présents tout le temps. Moi quand je regarde mon téléphone qui a un smartphone dernière génération, je me dis pas combien d'enfants ont servi à miner le métaux rare qui est dans la batterie de mon téléphone, parce que en fait sinon il y a une espèce de truc de sensation de vertige et du sol qui s'effondre sous toi en mode mais si je commence à me mettre en cohérence avec toutes mes valeurs profondes, mon mode de vie est complètement mis en danger quoi. C'est impossible de survivre en fait finalement si à chaque fois tu dois réfléchir toutes tes actions et c'est aussi pour ça qu'on a pu évoluer hein. C'est parce qu'on a la capacité de passer outre et de faire des raccourcis très très rapides et très efficaces sur certaines actions et certaines valeurs. Alors est-ce que c'est les bons raccourcis ou pas, ça c'est tout le débat ici, mais c'est justement pas pour jeter la pierre, c'est très humain et peut-être très animal. On n'a pas trop le moyen de... On sait pas, en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est étudié chez les humains, en tout cas, cette capacité à passer outre des contradictions et à continuer à fonctionner, en fait, parce que sinon, il y a cette remise en cause perpétuelle qui peut aller jusqu'à une perte de sens, voire une dépression, quoi, en fait. Ah bah complètement, je pense que ça te bloque socialement et de toute façon, le monde qui t'entoure ne fait plus aucun sens pour toi si tu dois considérer tous les petits facteurs. C'est un consensus. Je crois que là, et du coup, juste pour finir sur cette petite parenthèse, le fait qu'on a tendance à pas attribuer trop d'intelligence ou de conscience à des animaux comme la vache, le mouton, le poulet, le cochon, c'est aussi parce que c'est des animaux qui sont très peu étudiés. Et c'est ça qu'il dit aussi dans le bouquin et qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a peu d'études sur les animaux d'élevage. Et du coup, ce qu'il dit, qui est je trouve assez intéressant, c'est que si on pose pas des questions intelligentes aux gens, on va pas être susceptible de trouver de l'intelligence dans les réponses. Et ce qu'il dit, c'est que en ne faisant pas d'études sur ces animaux-là, on ne leur donne pas l'occasion de prouver leur importance et leur intelligence. Et du coup, on se dit non, en fait, il y a pas d'intelligence, il y a pas de conscience, parce que de toute façon, on la cherche pas. Ça, je pense que c'est valable au niveau de la littérature scientifique et des recherches. Je suis pas sûr que l'argument s'applique au même degré pour le public général, on va dire, qui va de toute façon va pas lire, à part si on lui en parle vraiment dans les médias, va pas lire toutes ces recherches. Donc je pense c'est un mélange effectivement de ça sur en tout cas fermer les yeux sur la condition animale pour tout ce qui est abattage, tout ça et élevage de veaux, de vaches et tout ce que vous voulez, et de l'autre côté il y a une espèce de tradition et de choses ancrées dans notre société et très culturelles qu'on remet pas en question en tant que membre d'une société civilisée, parce que on est né comme ça, on a toujours fait comme ça, et pourquoi est-ce que ce serait pas la bonne manière finalement. Ouais. Et sur ce truc de dissonance cognitive, de dissonance cognitive ou d'heuristique du jugement, c'est ça que tu Une heuristique de jugement. Une heuristique de jugement. Il y a aussi le fait que il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le fait que le coût social de passer au végétarianisme, il est perçu comme plus élevé. Donc en fait, ça va nous causer plus de soucis de devenir végétarien que de rester dans la dissonance cognitive. Ouais. Parce qu'il y a un coût social, il y a le fait que les gens changent de regard sur nous, le fait qu'on va être interrogé, qu'on va être mis en difficulté parce qu'on va devoir expliquer le choix, qu'on va devoir aller au bout de l'argument, qu'on va peut-être éventuellement se faire un peu ostraciser ou qu'on va mettre les gens dans l'inconfort. Et du coup, il y a cette espèce de truc dans le cerveau humain qui fait que on préfère encore la dissonance cognitive pour rester dans le groupe, et ça va même majoritaire plutôt que de se décaler du groupe majoritaire. En fait, on préfère le statu quo, on préfère le non-changement et la chose stable en tant qu'humain, mais sur tous les points, que ce soit même au niveau physiologique, le corps a beaucoup plus de mal à changer qu'à rester le même. Pour les conditions, pour changer un corps, il faut beaucoup plus de caractéristiques qui changent d'un degré beaucoup plus drastique que juste pour garder le même corps. Quentin, ça veut dire que si je voulais être aussi musclé que toi aujourd'hui, j'y arriverais pas, c'est ça? Ça te prendrait plus d'efforts. Okay, non mais par contre, ce qui est très vrai dans ce que tu dis là, outre le fait que tu n'es pas un Apollon incroyable, ce qui n'est pas vrai. Ah les gars, ça je pense que c'est le sujet du prochain podcast. Je pense qu'on va arrêter le podcast. Les gars, le sujet du prochain podcast, c'est la beauté. En tout cas, le fait, par exemple, pour changer, pour effectivement perdre du poids, se muscler ou quoi que ce soit, on a en général beaucoup plus de mal à prendre du poids ou du muscle qu'à rester la même personne. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire, par exemple, pour perdre du poids, un déficit calorique beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Parce que notre corps, il va falloir le faire changer, et il veut pas changer. Il a tendance à s'adapter plutôt que de changer. Et c'est vrai aussi pour notre cerveau et tous nos biais cognitifs. Mais s'adapter, c'est aussi changer, non? Il va s'adapter. S'il s'adapte à long terme, il va changer.
pas forcément. Il va s'adapter. Par exemple, si tu descends en calories au fur et à mesure, il va pouvoir s'adapter au nouveau jusqu'à un certain point, bien sûr, mais s'adapter aux nouvelles conditions des calories et au nouvel environnement dans lequel il est, sans avoir une perte de poids drastique. Si tu le fais assez graduellement, il va dire bon bah ok, mon métabolisme il va ralentir, il y a pas de souci, je vais fonctionner avec moins, Et c'est pareil pour notre cerveau, c'est un effort incroyable que de changer de point de vue à chaque fois. C'est quelque chose qui est vrai pour tous les aspects de l'homme. Moi, il y avait un exemple qui m'avait un peu interloqué. C'est cet exemple des poussins qui... Alors, la phrase, je pense que c'est un peu un raccourci. La phrase, c'est « Les poussins peuvent faire de l'arithmétique et connaissent les bases de la physique ». Du coup, j'ai été faire un petit peu de recherche là-dessus. J'ai malheureusement pas retrouvé la source qui nous donne dans le bouquin parce que c'est un vieux site d'exposition de musée à Los Angeles. Donc j'étais dans les archives, mais ça fonctionne plus. Je pense qu'il y a vraiment une source qui est derrière ce truc-là, parce que j'ai trouvé d'autres expériences qui sont un petit peu les mêmes. Et en fait, la phrase les poussins peuvent faire de l'arithmétique et connaissent les bases de la physique. Elle est, je trouve, un petit peu exagérée, mais vous allez voir pourquoi. En fait, l'expérience qui est faite, c'est on montre à des poussins 5 objets, ou en l'occurrence c'était des œufs Kinder jaunes, là les jouets. On leur en montre 5 et ensuite devant eux on en cache 3 derrière un panneau et 2 derrière un autre panneau, et ils vont toujours vers les 3 en fait. Et donc ce qui montre bien qu'ils ont une conscience, moi je dirais pas du nombre, mais en tout cas ils ont une conscience de ce que représente 3 et par rapport à 2 quoi, de façon innée. Et ça a été prouvé que les poussins ont une conscience ils peuvent voir du multiple, ouais. Et le contre-exemple de cette petite recherche, c'est juste la nuance, c'est le fait que, alors c'est Nunez, je pense que ça se dit, qui est un professeur des sciences cognitives aux États-Unis, qui dit il y a une différence par contre entre le nombre et la quantité. Et le fait qu'on puisse réagir à la quantité plutôt qu'au nombre, c'est-à-dire si vous avez 2 kilos de bananes ou 3 kilos de bananes et que vous aimez les bananes, vous allez vers les 3 parce qu'il y a plus de quantité. Mais ça nous relie quand même beaucoup aux animaux et notamment aux poussins, parce que c'est peut-être une capacité qu'on a dans notre évolution depuis très longtemps, de faire attention à la quantité et de le processer dans notre cerveau de la même façon que les animaux en fait. Ça nous rapproche encore un petit peu plus d'eux quoi. Même si la phrase c'est vrai pas que pour exacte. le coup la phrase ils connaissent les bases de l'arithmétique et de la géométrie, c'est ça? Physique. Et de la physique. Et peut-être un tout petit peu ouais ça claque. Mais du coup il enjolive son truc et ça va carrément avec la stratégie de sa thèse, parce que c'est vrai que parler de comment dire alors j'ai plus les 3-4 premiers chapitres en tête, les noms, mais du coup de personnifier, parce que en fait c'est ça, c'est des personnes, les animaux, en gros c'est ça la fin de sa thèse de la première partie, c'est les animaux sont des personnes. Et en fait du coup c'est très bien vu de l'avoir mis au tout début du bouquin par rapport aux enchaînements après, parce que tout de suite ça touche, tu vois, parce que même quand il raconte les expériences faites par des chercheurs ou même ses expériences à lui, etc., moi j'avais de temps en temps la larme à l'œil, j'imaginais les animaux, etc. Et je sais pas quel rapport vous avez avec les animaux, mais c'est vrai que je suis parti me balader il y a pas si longtemps, il y avait des chèvres dans un jardin, c'est cool. Et tu vois, j'ai senti qu'il y avait une connexion, je trouvais ça vraiment génial quoi. Et puis en fait, c'est difficile, notamment quand t'es devant l'animal, c'est difficile de se dire ouais non, t'es débile, tu sais pas compter et tout, ça paraît en fait évident et naturel. Même tu vois, la nulle, il sait pas faire des équations à la connue. Non, mais, franchement, racine carrée de 2, il sait pas. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire, ouais ah putain merde. Ah mince, on a cassé l'élan. Allô? Excuse-moi. C'est difficile de pas se dire qu'ils sont bêtes. Bah ouais. Non, puis même tu vois l'expérience des poussins là, que tu viens de raconter, moi elle m'a paru, je me suis dit pourquoi ils ont fait ça, parce que non mais ça me paraissait évident. En fait, j'ai pas trop compris quel était le but de rechercher. C'était de voir s'ils faisaient la différence entre les quantités en fait, finalement. Ouais, mais est-ce que tu vois, donc là on parle des poussins, mais alors je m'avance peut-être, hein, j'en sais rien, mais est-ce que tu vois genre les bébés chiens, les bébés chats, ils ont pas la même chose? Je pense. Et je pense que oui en fait. Je pense tous les animaux. C'est le truc qui nous relie un peu tous quoi. Je pense tous les animaux. Je pense qu'instinctivement oui. Après va falloir financer des recherches. Après, donc s'il y a des financeurs, il y a peut-être physiologiquement, tu vois, genre les bébés humains là, à ce que j'ai compris, enfin, je t'avoue, je m'en fous un peu, tu vois, mais apparemment, ils peuvent pas avoir à plus de 30 cm au tout début de leur naissance, quoi. Donc peut-être que physiologiquement, il y a certains bébés de différentes espèces qui peuvent pas, mais une fois que c'est intégré, enfin, ça me paraît évident en fait que tu puisses quand même voir un petit peu, ne serait-ce qu'une question de danger aussi.
Bon là c'était. Ouais, mais ça c'est ta vision à toi. Tu vois. Ouais. C'était essayer de prouver une vision que certaines personnes ont ou de justement d'infirmer cette vision. Parce que forcément, je pense qu'on a la même à peu près. On savait tous les trois avant de lire le bouquin que, et d'ailleurs, je pense que ça va être notre prochain sujet là tout de suite, que les animaux souffraient dans les abattoirs et qu'il y avait des conditions qui étaient. Et c'est pas pour ça qu'on en était conscient. Et je pense que tout le monde en est conscient à un certain niveau. Mais c'est pas pour ça qu'on prend action. Qu'on fait une action et il y a un changement. Et d'ailleurs, du coup, c'est aussi un des gros sujets du bouquin. Alors, c'est sur lequel on peut un peu s'apesantir aussi. C'est ces histoires d'abattoirs, en fait. Alors, juste avant que j'oublie, parce que je pense que ça me paraît très important. Donc, les animaux sont considérés par la loi comme doués de sensibilité. En revanche, ils sont pas considérés comme des personnes, mais comme des biens. Donc c'est des objets. Oui. Aux yeux de la loi, les animaux sont des objets. Voilà. Non, mais je pense, enfin, précisons-le. Et une propriété aussi, non? Ouais. Qui peuvent être l'objet de la propriété d'un humain. Voilà, c'est ça, ouais. Par contre, si on fait du mal à un animal aujourd'hui en France, un chien ou un chat, un animal de compagnie. Un chat, un animal de compagnie, ouais. Si on fait preuve de cruauté, si on l'assassine, si on est barbare, on peut prendre de la prison. Complètement. Et une grosse amende. Ouais, complètement. Donc cachez-vous. Pas vu, pas pris. Et donc du coup, il y a alors à peu près au milieu du bouquin, je peux le montrer. Alors il y a des petits schémas avec justement des petits récapitulatifs sur les vaches, les porcs, les volailles. C'est assez bien fait, où on voit en fait des chiffres qui correspondent au nombre de millions voire de milliards d'animaux qui sont tous les ans abattus pour qu'on puisse les manger. Donc les vaches par exemple, c'est environ 300 millions abattus chaque année, systématiquement séparés de leur veau à la naissance. Les vaches laitières qui ne produisent plus assez sont envoyées à l'abattoir. Voilà, donc du coup il y a une espèce de récapitulatif de tous ces chiffres qui sont hallucinants et qui sont même presque... Moi j'ai pas réussi à en prendre la mesure. Ouais, on n'arrive pas vraiment à en prendre la mesure tellement c'est fou. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce que je reproche de temps en temps au livre, c'est de nous assommer sous les chiffres dans tous les sens. Et il y a des chiffres très parlants, d'autres qui sont moins parlants, mais au bout d'un moment, moi, à partir de 30 pages où je suis asséné de chiffres comme ça, j'arrive même plus à discriminer entre les chiffres vraiment importants qui me parlent et les chiffres qui me parlent pas du tout, quoi. Donc c'est peut-être le seul truc que je trouve que le bouquin est très 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 chiffré. Et du coup, parfois un peu compliqué. Mais après, comme tu dis, il y a certains chiffres. Du coup, je les ai notés parce que justement, ils sont putain de parlants. Mais ouais, t'as raison. C'est vrai que ça dépasse notre rendement déjà d'une part et que parfois il y en a beaucoup. Mais les pages que tu viens de montrer, j'ai trouvé ça super bien vu parce que déjà. Tu sais, les dessins pour représenter la vache, le cochon, le poisson et tout, ils sont trop mignons, tu vois, genre, du coup, par rapport à ce que tu disais au tout début, ça t'aide. Il y a du beau marketing. Ouais, non, mais ça t'aide à kiffer la bête et puis, et en fait derrière tu vois ces chiffres là, surtout qu'en plus il te fait non seulement t'as le dessin qui est mignon, t'as un descriptif, oui la poule elle est douée, elle a des copines quoi, mais pouf elle vit dans un espace dehors, je sais plus exactement, 20 cm² pendant toute sa vie, etc. Et donc du coup ça aide en fait encore une fois à son argumentaire quoi, pour vraiment te changer de prendre la réalité dans la gueule quoi. C'est ce que j'allais dire. On pourrait peut-être enchaîner justement sur les abattoirs et les conditions de vie, puisque ça fait partie de ce grand thème de l'intelligence et de la souffrance animale. Je voulais peut-être commencer cette sous-partie avec un petit descriptif de ce qui peut se passer dans un abattoir bovin, par exemple. Moi, je sais que j'en ai discuté avec un ami qui lui a travaillé dans un abattoir en Argentine. Donc, il a vu pas mal de choses aussi. Et donc, il le décrit très bien dans le bouquin, mais juste pour vous donner la mesure des choses et un espèce d'étalonnage de toutes les valeurs. Donc, les vaches, on pourra parler de leur... c'est toujours des vaches, c'est rarement des bœufs déjà, pour commencer. Des bœufs. De la viande de bœuf en fait. Il faut se dire que quand on mange de la viande de bœuf, qu'on achète de la viande de bœuf, ensuite on achète de la viande de vache. C'est des vaches qui sont en énorme écrasante majorité abattues dans les abattoirs. C'est ça. Et donc elles vivent, on va parler de leurs conditions juste après, mais quand il vient le moment de les abattre, elles sont mises dans une espèce de couloir de la mort où elles ne peuvent pas se retourner entre elles et elles doivent avancer en fait vers une première antichambre. Et donc elles rentrent une à une. Et en France, normalement, on ne doit pas faire souffrir l'animal. Ce qui veut dire que l'animal doit être inconscient lors de sa mort. Alors moi, bêtement, je croyais que les pistolets qu'on peut voir dans les films et tout... ça tuait l'animal. On abat l'animal.
Et en fait, pas du tout. Les pistolets ne tuent pas l'animal. Ça les étourdit, ça leur fait une espèce de chaos comme un boxeur pourrait avoir. Et comment on les tue alors? Et ensuite, ce que me décrivait Horatio, on leur met un coup de couteau en fait au niveau de la gorge et de la trachée et des artères et on les pend par les pieds pour qu'elles se vident en quelques secondes. Je crois qu'il m'a dit quelque chose comme 16 litres de sang en quelques secondes. Elles se vident vraiment très très rapidement et là, à partir de ce moment-là, elles sont considérées comme mortes. Pourquoi est-ce qu'on les tue pas directement? Parce que si tu les tues directement, déjà pour le coup, je pense que ça influe vachement sur la qualité de la viande derrière parce que tout se crispe et il y a ce réflexe de mort qui est très très nocif pour la viande, il me semble, et c'est la différence. Donc et ensuite elle est envoyée au découpage etc. Et la grande différence avec l'abattage rituel, et c'est ça pour faire les viandes halal kasher, voilà, c'est ça qui m'a choqué. En France, on doit pas faire souffrir l'animal. Ok, on parlera des bavures après, mais surtout, sauf dans le cas de religion. Là, c'est pas grave de faire souffrir l'animal, puisque dans le cas de l'abattage rituel, il faut que l'animal soit conscient et vivant lorsqu'on le tue. Donc, il est incliné, il est sur une espèce de cage, enfin, je sais pas comment on appelle ça, de tube qui l'immobilise à 45 degrés à peu près, enfin, incliné. Et on lui coupe la gorge à la main au couteau, c'est fait par un prêtre, donc il y a des armées de prêtres, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ça dépend de la religion, quoi, enfin, en tout cas de religieux, qui sont là dans des hôtels, en tout cas en Argentine, dans des hôtels spécialisés pour eux, et ils viennent travailler et ils abattent à la main. Et quand ils sont plus là, ils n'abattent pas, ils coupent la gorge de la bête au niveau de la trachée en général, jusqu'à un certain point. Ensuite, ils vérifient à la main qu'ils ont bien coupé jusqu'au bon endroit et pas plus loin. Et la bête se vide pendant 4, 5, 6 minutes. Parfois plus. Elle agonise et elle se vide de son sang consciente, comme ça, allongée à l'envers, quoi. Donc la souffrance est atroce, énorme. Elle est énorme. Et c'est fait à une quantité monstrueuse d'animaux. Ça rapporte beaucoup d'argent, en fait. Ouais, et même dans l'abattage traditionnel dont tu parlais tout à l'heure, donc la fameuse étape où la personne qui étourdit l'animal utilise du coup le pistolet là qu'on appelle le matador, qui en fait envoie un choc normalement dans le cerveau qui doit en fait paralyser. Ça perfore une partie du cerveau. Ouais, c'est ça, une partie du cerveau. Et ben en fait la plupart du temps, ça avec les cadences infernales qui sont dans les abattoirs, parce qu'on doit abattre toujours plus d'animaux en toujours moins de temps. Ça peut arriver très souvent que en fait le gars qui est à cette étape-là se loupe, et du coup ne perfore pas assez ou ne perfore pas au bon endroit ou n'a pas le temps de le faire, et du coup le gars à l'étape d'après se retrouve à égorger une vache qui n'a pas été insensibilisée, quoi, et qui bouge et qui se débat. Et en fait, alors le rythme, il le cite à un moment, il y a un des rythmes qui est 1 minute par étape. Donc c'est 1 minute pour assommer la vache, 1 minute pour lui couper la gorge. Il faut pas que ça soit trop loin, faut pas que ça soit trop proche, sinon ça se vide pas. Il faut aussi avoir le temps de l'accrocher par les jambes puis de la soulever pour qu'elle puisse se vider. Donc tout ça va très très vite. C'est un risque très difficile pour les humains. Et évidemment, la chaîne ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que si quelqu'un sur la chaîne arrête la chaîne, toute la chaîne s'arrête. Et du coup, évidemment, on peut pas se le permettre. Niveau thune, il raconte des étapes, enfin des anecdotes selon lesquelles en fait même les chefs refusent d'arrêter la chaîne quand il y a un souci, parce qu'en fait on perd trop de temps, on perd d'argent, et voilà, quoi. Et il y a des vidéos que je pourrais vous montrer à l'occasion. Moi j'ai eu des vidéos de cet ami-là qui a une vidéo d'une vache qui m'envoie une vidéo d'une vache qui est en train de se débattre, de glisser dans son propre sang parce qu'elle a été loupée, qu'on lui a coupé une partie de la gorge et qu'elle est en train de se vider. Il lui manque une partie du visage, de la peau, de la tête et tout ça. Et en fait, elle est encore complètement vivante. Elle se débat dans tous les sens. Et le but, c'est d'essayer de la choper et de la tuer, quoi. Enfin, et ça arrive tout le temps parce que c'est infernal comme rythme, quoi. Donc, c'est joyeux. C'est joyeux. Si y en a qui ont l'âme bien accrochée, qui veulent regarder ce genre de vidéos, il y a l'association très connue L214 qui en publie régulièrement sur ses réseaux sociaux. Ouais. Vous en avez vu, vous ? Spécialisé dans le fait de l'infiltration nocturne d'abattoirs notamment, et du coup qui montre des vidéos, des photos atroces où on voit des fœtus dans des poubelles, des animaux à moitié à moitié morts, des actes de barbarisme en fait fous, quoi. Et donc si vous voulez checker ça, c'est possible, mais il faut s'armer de
courage. C'est pas en apéro. Vous en avez vu? C'est pas feel good comme soirée. Ouais, pour le coup, moi j'en ai vu, notamment cette vidéo que m'avait envoyée ouais. mon ami, mais en fait, je pense qu'on en avait tous déjà plus ou moins vu avant. Et c'est bon, c'est toujours des images difficiles, bien sûr. Mais il y a une sorte de déni. Hein. Enfin, moi j'avais il y a une sorte de mal nécessaire en fait, c'est-à-dire que oui, on doit en passer par là, mais bon, voilà, l'homme mange de la viande, c'est comme ça. Pour en manger à des quantités, parce qu'on est beaucoup sur Terre, il faut en abattre en grande quantité en peu de temps. Et du coup, il y a aussi une sorte d'acceptation en fait tacite que oui, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de le savoir, on n'a pas envie de connaître les détails, mais on sait que ça existe et on l'accepte quoi. Moi personnellement, je suis encore dans cette et pourtant j'ai plein de monde autour de moi qui sont végétariens, ma copine, ma mère, enfin voilà. J'ai un ami végétarien. Voilà, non mais voilà, je suis entouré en tout cas de ce truc-là et j'ai aucun souci avec. Mais je pense que je suis encore dans cet état de pensée et je sais pas si j'en sortirai un jour. Je me connecte à l'animal, bien sûr, je connecte à tout ça, je vois les conséquences, je vois tout ça, mais à la fin, il n'y a pas ce truc de déclic. Alors, le but, ça serait d'aller vers quelque chose de plus éthique. Bien sûr, tout ça, c'est cool, c'est des super valeurs, mais j'ai le truc on a tous en tant qu'humains des paradoxes, des contradictions et du mal en fait. On fait du mal rien qu'en existant, on fait du mal à plein de monde dans nos vies, par notre existence, par notre consommation. Et ça tombe un peu encore dans cette catégorie-là, pour moi, en tout cas dans ma tête. C'est normal. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, voilà. C'est normal. Mais ça tombe dans ce truc voilà, ça paraît normal, même si c'est horrible. J'accepte de prendre la responsabilité, en tout cas pour l'instant, de consommer ce genre de choses et d'avoir ça sur la conscience, quoi. Ouais, mais c'est des trucs avec lesquels tu vis. Bah tu vois, moi j'aurais aimé, mais je pense que en lisant le bouquin, ça m'a un peu sorti, parce que en gros sachez que du coup la plupart du temps, parce que moi je fais gaffe au label. D'ailleurs, du coup je me suis un peu renseigné sur le label rouge. Ah ouais, non, bah, vas-y. Mais en gros, comment dire, moi je me suis dit, vas-y. Je continue de consommer des trucs, j'essaye de faire mieux pour ma santé. Hein. Pour ma santé, pour le moment, c'est purement égoïste, etc. Tu sais, plus de légumes, machin, de faire gaffe d'où ça vient, si c'est pas trop industrialisé, tout ça. Et en fait, peu importe la viande que tu vas manger, éventuellement, les animaux, il y en aura certains qui vont avoir une plus belle vie, tranquille. C'est moins moche. C'est moins moche, ouais. Moins moche. Une vie moins moche que beaucoup d'autres. Mais dans tous les cas, ça passera par la même fin, c'est-à-dire go en abattoir et buter d'une certaine manière, parce que c'est interdit en France de tuer un animal, notamment d'élevage. Même si t'es fermier, t'as pas le droit de tuer l'animal chez toi. Place. Et en fait, moi, j'aimerais vivre dans cette utopie où un peu comme on disait avec les grands-parents. Ok, j'ai kiffé ma vie avec le lapin, la vache, j'aurais donné des noms et tout. Bon, à un moment donné, voilà, ils m'ont donné le lait, c'est la fin de sa vie, bref. Voilà, mais je vais apprécier le repas. Je sais qu'elle aura une belle vie. Elle est morte chez moi. Ouais. Enfin, à la limite, ça, tu vois, je pourrais. Mais c'est vrai que tu dis ce truc de publicité pour la viande. Ouais. Mais tu vois, du coup, il y a Hugo Clément qui interroge un mec qui s'appelle Stéphane Dinard, qui est justement lui éleveur en illégalité, parce qu'au final, il a pas beaucoup de bêtes, il a plusieurs espèces, mais elles sont pas beaucoup, parce que effectivement, l'idée c'est quand même qu'elles aient une belle vie, donc qu'elles aient de la place, etc. Et il explique, moi à un moment donné, je les tue. Et alors c'est terrible, une balle dans la tête à un cochon, pouf, il a rien vu venir. Bon, il a rien vu venir, écoute, tant mieux quoi. Mais pareil, du coup, il tue son animal. Et toi, Corentin, par exemple, le jour où justement pour te nourrir de viande, ça sera à toi de brandir un couteau ou autre. Est-ce que tu y arriveras? Tu vois, genre, moi, je me suis posé cette question. Alors, je dis pas que ça serait facile, mais je pense sincèrement que oui. Ouais, ok. Alors, ça se trouve, je me gourre complètement, mais dans l'état d'esprit que j'ai là, j'ai envie de dire oui. Si j'ai besoin de tu vois, si on part du scénario de l'effondrement, j'ai ça en tête. Il y a 3 podcasts. C'est si t'as pas d'autre choix, quoi. Si j'ai pas d'autre choix, bien sûr, c'est pas mon kiff d'aller tuer des animaux, tu vois. Mais je pense que oui, et je pense qu'on en sera tous capables. Sinon, en termes de survie. On en a parlé tout à l'heure. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais j'ai rien dit. Non, mais je pense que on se sent peut-être pas tous capables de le faire, mais je pense qu'on est tous capables de faire. Enfin.
Et du coup, point Godwin, il y a qu'à voir le nazisme. What the fuck. Non mais dans le sens où en tant qu'humain, en tant qu'homme, on est tous capables de faire des choses dont on se croit incapable. Et de par le contexte, de par notre environnement social, notre nécessité, voilà, la nécessité, la survie, parce qu'à la fin on est quand même des animaux, et la survie importe beaucoup là-dedans, même s'il a aucune place dans notre débat là, la survie, puisque la survie elle est presque acquise pour nous. Nous en tant qu'humains, pas pour la génération. Puis nous trois aussi quoi. Et puis pour nous en tant que Français. Voilà, en tant que Français, il y a plein de choses. Et c'est aussi question de le problème d'éthique, il apparaît à l'abattage, mais il apparaît aussi dans les conditions de vie, et c'est plus ça qui me dérange aussi. Déjà à l'abattage, c'est absolument horrible, mais il y a le truc des conditions de vie dont on peut peut-être discuter, qui sont dégueulasses quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça, parce que du coup les animaux évidemment vivent, des animaux qui ont parfois une espérance de vie de 15-20 ans. Les vaches, je crois que c'est même un peu plus de 20 ans. En fait, ne vivent que quelques mois, quoi, voire quelques semaines. On évidemment les engraisse, on les bourre d'antibiotiques et de substances pour qu'elles puissent atteindre leur poids idéal pour être consommées le plus vite possible. Donc et ne pas mourir d'infection. Donc en fait, c'est vraiment une vie de souffrance. Elles sont parquées évidemment dans des enclos ou dans des cages où elles peuvent même pas se retourner, où elles peuvent juste avoir deux positions, c'est debout ou allongé. Donc c'est vraiment une vie mais intégrale de misère et d'asservissement, mais intégrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule joie ou un seul plaisir ou un seul bonheur dans cette vie-là. Et l'argument qui dit oui mais elles sont nées pour ça, moi j'avais une analogie, une petite comparaison, oui mais elles sont nées pour ça, ou oui mais les poulets sont nés pour ça. Et si c'était un humain qui était né esclave, est-ce qu'il est né pour ça? C'est un peu la même situation, tu vois. Et on a décidé en tant que communauté et en tant que civilisation humaine que non, il n'était pas né pour ça. C'est un peu le paradoxe où la poule elle est née pour ça. Ça marche pas vraiment comme argument du coup. Ça marche pas du tout. Et j'aurais envie de dire, il nous le montre dans le bouquin que pour l'instant c'est pas possible. Mais j'aurais envie de dire justement, allez-y, prenez des terrains énormes et puis on balance du poulet dessus, tu vois. Et puis à la limite ils picorent, ils sont sympas comme dans les pubs et tout. Mais apparemment c'est quand même. Ils font des French cancans. Mais c'est impossible en fait aujourd'hui de produire assez de viande de cette façon. Et sans que ça devienne un produit de luxe extrême. Et que le coût augmente incroyablement. Et c'est là où est un peu le souci, c'est que à partir du moment où on mange de la viande, et même si on a l'intention d'arrêter, donc on en parlait tout à l'heure, toi tu dis j'aimerais bien descendre un peu ma consommation. En fait, à chaque fois qu'on mange un morceau de viande supplémentaire, il y a tout ça derrière en fait. Il y a toutes ces conditions de vie, et même si c'est juste un morceau de viande. C'est ça. Donc il faut à un certain niveau pour vivre, en tout cas aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles on est, nous-mêmes, il faut en prendre la responsabilité et l'accepter à un certain niveau jusqu'à ce que tu arrêtes, même si tu considères que tu veux arrêter, tu vas quand même tuer du monde. Et donc c'est des choses qui sont tu peux pas les bouger si tu manges de la viande en tout cas. Et il y a aussi cet argument que tu parlais des labels et du bio tout à l'heure, Nicolas, que évidemment donc le bio et le label va changer un tout petit peu les conditions de vie, mais vraiment un tout petit peu à la hausse. De 35 à 60 jours de vie. Voilà, et puis ils auront peut-être accès un tout petit peu quelques heures par jour ou minutes par jour à l'air libre dans le cas du bio, du élevé en plein air, mais ça ne change strictement rien sur les conditions d'abattage. Ils sont abattus avec la même violence et la même inhumanité. Et si je puis me permettre, du coup, parce que justement, je me suis renseigné sur les labels rouges parce que justement, en lisant le bouquin, je me suis fait la remarque, mais à un moment donné, j'ai entendu une pub à la radio, label rouge, je me dis chouette, je vais manger de la bonne viande, quoi. Et je me suis quand même renseigné parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bonne action, en tout cas pour ma santé, tu vois. Donc je me suis renseigné sur le label rouge et du coup parce qu'en gros, le label rouge, c'est un signe national qui désigne des produits qui, par les conditions de production ou de fabrication, se distinguent des autres produits habituellement commercialisés. Et c'est en 1960 en fait que des agriculteurs soucieux d'une production gage de qualité et de savoir-faire, dans un contexte d'industrialisation d'élevage, ont proposé ça. Et c'est en 1965 qu'il y a un décret qui fixe le cadre de l'homologation.
Et d'ailleurs, c'est la même année où du coup, c'était obligé en France, où la loi est passée pour que l'animal, 1965, l'animal avant d'être abattu soit assommé, enfin inconscient. Et donc en gros, parce que n'importe qui hors Europe, hors France et tout peut commercialiser un produit label rouge, et faut effectivement respecter un cahier des charges. Et il y a justement quelques passages. Je vous en lis juste 2-3 parce que tu vois, à un moment donné, c'est par exemple les traitements soins aux animaux, traitements autorisés. Donc t'as les traitements qui sont limités aux interventions strictement nécessaires au rétablissement, mais il y a toujours besoin d'un vétérinaire, donc on se dit bah ça paraît cohérent, mais en fait ça veut dire, tu sous-entends que ceux qui sont pas label rouge, il y a rien. Et justement il y a une donc c'est le strict minimum en fait. Voilà, et attends, c'est dans quoi qualité, voilà. Les quantités de paille et autres matériaux forment la litière, ainsi que leur renouvellement doit permettre à la litière d'être sèche et souple pour assurer un confort maximal aux animaux, maximal. Mais voilà, ça c'est label rouge, donc ça veut dire que les autres, la litière, qui est donc du coup un mélange des grilles en plastique. Ouais. Bah qui du coup hors label rouge, c'est pas du tout naturel, il y a rien de naturel. Et par exemple, et pour le coup en fait ça a l'air d'être un sacré coup marketing, surtout le label rouge. Bah ouais, finalement c'est ça en fait. C'est une marque en fait. Ouais. Bah non parce que c'est français hein, c'est un argument. C'est par le ministère de l'Agriculture. Oui, oui, bien sûr, mais bah oui. Mais à la base, c'est quand même voulu de se démarquer par la qualité, ça veut dire ça veut dire juste moi mon produit il est bon, achetez le mien. Oui bah non mais totalement. Et puis en fait en tout cas les producteurs qui veulent être au label rouge, c'est aussi ceux qui peuvent se permettre d'avoir tout ça, parce que par exemple habitat et bien-être des animaux, faut que la litière soit végétale, les bâtiments d'élevage soient vidés et nettoyés de façon approfondie au moins une fois par an. Pour les produits courants, pas d'exigence particulière, et c'est ça partout presque sur le tableau. Produits courants, pas d'exigence particulière pour tous les points de différence. Et bon déjà label rouge, tu te dis bon c'est un minimum quand même, c'est triste de dire ça en plus. Mais donc du coup pour tous les autres produits, on achète vraiment moi je trouve que c'est terrible. Par rapport aux conditions, ouais, je suis d'accord avec toi Corentin, c'est peut-être ça aussi qui frappe. Mais c'est ouf. Et puis à un moment donné, tu sais, il y a Hugo Clément qui doit expliquer que en parlant d'un poulet, numériquement, il est remplaçable une fois qu'il est mort. Mais en fait, voilà, là, tellement les nombres en plus sont affolants, on l'a dit, ça dépasse notre entendement. Donc on se dit on sait pas ce que ça veut dire, 1000 morts, enfin, on s'en rend même pas compte. Et en fait, quand tu penses effectivement à ce qu'ils racontent dans le premier chapitre, qu'ils sont doués de sensibilité, ils avaient des potes et tout. Et ben c'est terrible, et notamment aussi quand tu penses à leurs conditions d'élevage quoi. Et d'ailleurs ça posera d'autres problèmes, mais je pense qu'on va en parler plus tard, mais la promiscuité, des problèmes pour les animaux du coup, parce qu'effectivement ils ont que ça à foutre. Alors des fois ils se bouffent, il y en a qui se font écraser machin, mais même pas que ça, c'est par rapport aussi aux maladies. Je pense par exemple aussi aux virus par exemple, ça me vient en tête comme ça, mais on pourra en parler plus tard. Mais ça n'aide pas non plus la santé des animaux, mais la nôtre aussi. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que on peut peut-être faire le point maintenant. Tu parles ici des... Pardon. Bah, je me disais peut-être en écologie ou dans solution, ou je sais pas. Ok, parce que là, on en parlera plus tard. Ouais, je pense. Justement. Peut-être juste pour terminer sur cette partie consacrée vraiment au mal-être, enfin au bien-être animal et au traitement dans l'élevage industriel. Voilà, Corentin qui est en train de manger un M&M's, M&M's vegan. On espère. Bah non, parce qu'il y a pas eu des œufs pour faire. Ah oui, non, pas vegan. Pardon. Ouais, attention. Moi, je ferme ma gueule. Attention. Eh bien, ce que j'ai lu dans un petit bouquin que je conseille aux gens qui s'intéressent au sujet et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui s'appelle Le Véganisme, qui est aux collections Que sais-je. Un tout petit bouquin, ça fait 120 pages. Il y a beaucoup de références, donc c'est vraiment très rapide à lire. C'est que visiblement les industriels de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness sont en train de prendre vraiment très très au sérieux la montée en puissance de la sensibilité envers les animaux et le nombre de personnes qui deviennent végétariens ou véganes.
et sont en train de diligenter des enquêtes, notamment pour savoir les impacts à long terme que pourrait représenter une hausse significative de la population végane et végétarienne en France, par exemple. Et il y a une étude qui a été menée en 2012 pour le compte des coopératives du secteur agroalimentaire, et donc qui a été menée par un monsieur qui s'appelle Jean-François Bianchi, et qui, du coup, les conclusions de cette étude, c'est je cite, les risques futurs pour l'industrie agroalimentaire sont réels et les productions animales doivent se fédérer. Non, pardon, je reprends. Les risques futurs pour l'industrie agroalimentaire sont réels et les productions animales doivent se fédérer et s'organiser. Ce qui montre bien qu'il y a une vraie appréhension de la part des industriels sur ce point-là, parce que la sensibilité augmente. Perdre de la thune. Et potentiellement, il y a des marchés qui peuvent s'écrouler et des conséquences économiques pour ces secteurs-là qui peuvent être drastiques. Et je veux juste rajouter un petit argument, parce que toujours dans ce même bouquin, quelques pages plus tard, ils font état d'une conversation entre Jean-Paul Bigard, qui est donc le PDG et humoriste. Alors, attention, Jean-Paul Bigard, qui n'est pas Jean-Marie, voilà. Et qui est lui PDG des Steaks Bigard, donc la star du steak haché, comme il le disait il y a quelques années dans les pubs, et qui lui assume complètement devant les parlementaires, parce qu'il s'est exprimé devant une commission parlementaire, de dire oui, j'investis des sommes considérables, d'énormes budgets, mais c'est nécessaire dans le marketing pour essayer de cacher au maximum aux gens qui vont regarder mes pubs le fait que c'est issu de l'abattage industriel et à très grande échelle. Parce que voilà, il y a une prise de conscience parmi les industriels qu'il faut vraiment mettre énormément d'argent sur le marketing. Donc ce que vous voyez, c'est Lex Luthor, quoi. Bah c'est ouais, pas de souci. Ouais. C'est ça. Donc peut-être qu'avec de la kryptonite. C'est peut-être. Ouais, mais là c'est pas très. Ouais, non. Mais du coup voilà, il y a vraiment quelque chose qui se joue en termes de publicité, et du coup. C'est vrai qu'essayer de regarder les publicités pour les animaux avec un autre œil, en se disant, bah là, qu'est-ce qu'on veut me raconter avec cette pub? Qu'est-ce qu'on veut me montrer dans ce spot? Comment on veut me faire... Si vous avez encore la télé. Si vous avez encore la télé, c'est clair. Ça peut être intéressant aussi pour essayer de voir un tout petit peu plus loin que ce qu'on nous dit, quoi. Et alors, Nico, je sais pas si t'as un dernier point pour cette partie. Si, tout à fait. Bah vas-y, okay. Je t'en prie. Parce que vous l'aviez déjà un petit peu... abordé, mais même là par rapport à la position des industriels, c'est vrai que il y a un truc qui vient de m'échapper, c'est ouf. J'avais 2 points, il y en a un, il vient de m'échapper. Mais non. Oui, si. Par exemple, en tout cas, le M&M's n'a pas échappé à Corentin. Non, moi j'ai des pastilles pour ma gorge. Mais non, du coup que les lobbies font pression de dingue auprès notamment des députés, par exemple à l'Assemblée nationale ou autres, par exemple je vais pas balancer des noms parce que je les ai oubliés, mais du coup par exemple il y avait je dis bon, j'ai tout vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et c'est pas parce que je sais pas, c'est parce que je veux pas le dire. Il y a une loi qui normalement était proposée avant que Macron arrive au gouvernement, qui justement était justement sur la condition et l'élevage. Et je confonds avec une autre où du coup c'est effectivement l'Assemblée nationale sous pression des lobbies qui normalement devait voter maintenant il sera interdit de castrer sans anesthésie les bœufs, les bêtes parce qu'a priori ça a une incidence sur la qualité de la viande, faut croire, mais donc du coup jusqu'à présent, enfin même toujours, puisque l'Assemblée nationale en 2018 a finalement pas voté cette loi, on peut castrer comme ça les animaux, quoi, tranquille. Il y a pas besoin de piqûre, en même temps ça doit coûter cher tout ça. Mais enfin c'est quand même chaud parce que c'est juste des gens qui ont de l'argent, qui détiennent un marché, qui arrivent, qui font toujours pression sur des gens qui ont le pouvoir et qui a priori ce serait à eux de changer les choses. Et ben même pas en fait. Et c'est peut-être aussi la thèse du bouquin, c'est que n'attendez peut-être pas forcément des réponses du gouvernement, que ça soit sur la condition écologique, etc. C'est à vous de montrer aussi que c'est vous le changement, c'est vous la force du changement. Et ça passe par, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais je savais pas d'ailleurs que McDonald's avait un producteur de porc en Bretagne, mais à chaque fois que vous allez vous faire un McDo, ce que je peux comprendre, un lendemain de soirée arrosée par exemple, on a très vite envie d'y aller, mais comment donner un bifton à McDo,
ça lui sert juste en fait de ok, tu approuves ce que je fais. C'est pas si tu donnes un bifton mais que derrière t'es la condition animale c'est pas terrible. Les industriels, genre de choses, ils s'en foutent. C'est l'argent. C'est le hippie qui dit que c'est la faute de Babylone en fumant des clopes. C'est ça, je crois que c'est un T'en as trop pris, gros! Pete Singer. Qui s'appelle Pete Singer, qui dit que les industriels de la viande n'ont pas besoin de notre approbation, ils ont juste besoin de notre argent. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai, en fait. On n'a pas besoin, ils ont aucun besoin qu'on valide ce qu'ils font. Le fait même de les payer valide ce qu'ils font. Et ils sont pas là pour, c'est pas des philanthropes, ils sont pas là pour avoir une bonne réputation, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, du coup, le meilleur moyen d'arrêter de les approuver, c'est d'arrêter de les payer, quoi. Et moi, je voudrais porter une petite citation à vos oreilles pour clore cette partie. Alors, est-ce que vous allez deviner de qui elle est? C'est quelqu'un quand même d'assez connu qui a dit un jour tout ça ne me plaît guère. Déjà que les comptes n'étaient pas brillants, nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. OSS 117. C'est pas OSS 117? C'est OSS 117. Grand éleveur de la SCEP, c'est la société Kérot d'élevage de poulets, qui elle respecte la condition animale voilà. À la lettre. À la lettre. Et juste avant de terminer, un tout petit laïus sur le cri de la carotte. Est-ce que vous avez entendu parler le cri de la carotte, de cet argument? Ça vous dit quelque chose, le cri de la carotte? Pourquoi est-ce qu'on tue des végétaux, des plantes pour se nourrir? Ouais, c'est ça en fait. C'est un argument qui est porté par beaucoup de pro-viande à l'égard des véganes et des végétariens en disant bah ouais mais attends, ok certes tu veux plus faire du mal et occasionner de la souffrance aux animaux, mais est-ce que t'as pensé à la carotte qui elle aussi crie quand tu la coupes en deux et souffre énormément quand tu l'épluches par exemple. Alors quand tu la pelles, et pour le coup parce que ça ne s'épluche pas une carotte. Voilà, bah oui, c'est incroyable. Enfin si, ça s'épluche. Je sais pas. On épluche une carotte. Moi, on épluche une carotte. Après tu peux me la manger. Ce qu'on fait avec les carottes, je suis un peu perdu depuis que je travaille sur le sujet. Il mange plus de carottes. Et donc le fameux cri de la carotte, c'est devenu un peu un espèce d'argument un peu ronflant. C'est une gimmick quoi. Gimmick dont beaucoup de végétariens et de véganes sont très très énervés parce qu'ils trouvent que ça fait preuve d'une mauvaise foi qui est quand même assez confondante, faut le dire. Mais c'est assez rigolo. Mais du coup, pour essayer de remettre les choses un peu à plat, parce que au final, c'est pas complètement déconnant, parce que l'argument derrière ça, qui peut être entendable, c'est que oui, mais attendez, on a certes fait énormément d'études sur les animaux, mais pas sur les plantes. On n'a pas fait autant d'études sur les plantes, et peut-être, qui sait, que dans 20 ans, l'état de la recherche, l'état de la science aura fait état de la souffrance de certains végétaux quand on les moissonne, quand on les coupe et tout ça. C'est une question qui est légitime. C'est une question qui se pose. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique solide qui permet d'affirmer que les plantes ressentent la souffrance. Parce que tout simplement, elles n'ont pas de système nerveux. Donc elles n'ont pas de ce qu'on appelle des nocicepteurs qui sont les réceptacles de la douleur, en tout cas. comme nous, des indicateurs de la douleur qui font remonter à notre système nerveux qu'on souffre et du coup qui nous font réagir. Et de cerveau, voilà, et de système nerveux central. Et du coup, il y a rien du tout qui permet aujourd'hui de dire que les plantes souffrent quand on les coupe, quand on les pèle. D'ailleurs, en fait, la théorie de l'évolution de Darwin s'adapte aux plantes aussi. Et du coup, les plantes, elles, qui sont immobiles, ont développé tout un tas d'autres capacités, comme la régénération, quand on coupe, quand on fait une greffe, par exemple, qu'elles repoussent, des choses comme ça. Plein de petites stratégies du vivant qui permettent de ne pas être trop embêtées et de continuer à vivre malgré tout, même quand elles sont moissonnées ou quand elles sont coupées. Et j'ai envie de dire, le jour où on prouve ça, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on mange? Bah c'est ça. Et alors le truc c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'on arrive à prouver que les. Bien sûr. Après t'as peut-être. Il y a quand même un truc assez évident. Et surtout déjà l'argument de dire bah oui mais tu fais souffrir la carotte quand tu la manges, ou alors oui mais le blé tu t'as fait un génocide là dans tes Country Crisp. Et pour le coup, il peut aussi se retourner contre les gens qui le disent en disant bah ouais mais attends, et on va le voir un peu plus tard dans la partie consacrée à l'écologie, en fait les plus grands consommateurs aujourd'hui de plantes, c'est les carnivores, parce qu'en fait on donne des champs et des champs et des terres agricoles immenses à la culture de céréales qui servent à nourrir le bétail qu'on va ensuite mettre dans les abattoirs pour le mettre dans nos assiettes. Donc au final, les plus gros consommateurs de plantes, c'est nous. Ça reste les omnivores et ceux qui mangent de la viande, quoi. Mais par contre, du coup, juste par rapport aux végétaux, il y a quand même
parce qu'on parlait de sensibilité, donc là pareil, si tu veux, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais il y a un truc quand même qui est formidable, par exemple chez les arbres, et donc il y a la notion de l'autre végétal, dans le sens où du coup tu sais, vu les arbres ont besoin de la photosynthèse pour se développer, se nourrir et tout, et que ça se passe surtout dans les feuilles. Donc du coup dans une forêt, les arbres vont faire en sorte de pas trop s'immiscer dans le périmètre personnel, dans l'espace vital de l'autre arbre, pour que lui aussi se développe tranquillement. Donc il y a quand même déjà une notion de bien commun chez les arbres que je trouve c'est cool. Mais est-ce que du coup comment tu le prends ça? Est-ce que tu te dis pas en fait ils ont vraiment conscience de ça, de l'autre et tout, donc voilà, c'est peut-être sensible et tout. Et toi-même, c'est vrai qu'il y a plein d'études aussi qui montrent que les plantes ont une intelligence sociale et une intelligence collective, et justement ont des comportements qui s'adaptent aux changements de variation de leur milieu, et qui peuvent aussi développer des comportements qui sont pas systématiques, c'est-à-dire qu'ils vont développer des comportements presque individuels adaptés à leur propre situation personnelle en tant que cette plante-là dans ce milieu-là. Donc pour le coup, ça c'est aussi prouvé. Mais est-ce que c'est suffisant pour déjà donc cette sensibilité est prouvée. Par contre, la douleur n'est pas prouvée. Ça n'a rien en termes d'études qui nous permettent de dire cet arbre souffre quand je le coupe, quand je le tronçonne. Est-ce qu'on va découvrir la réponse? Et du coup, la suite après la pub. Attends. Et Corentin, pareil, du coup, tu te dis, si jamais on peut, parce que je pense aux alternatives, mais peut-être qu'on attend d'en reparler. Mais il y a notamment l'alternative des insectes. Pareil, ça reste des animaux. Donc le jour où on doit sauver la planète, parce que prochain chapitre, je vais oublier, putain, mais je garde ça en tête au maximum. Mais non, j'ai noté, j'ai un point là-dessus aussi. Ouais, ok. Merci les amis d'avoir suivi cette première partie, puisque le podcast sera en 3 parties. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, voilà, qui va parler de l'écologie et de l'impact sur la planète de la consommation à très grande échelle de viande et de poisson. Restez à la fin pour l'interview de Hugo Clément, à la fin de cette partie, donc juste après notre petite intervention, puisqu'on va lui poser des questions très intéressantes, et merci à lui d'avoir accepté. Est-ce qu'il viendra avec son brugnon? Ah, peut-être. On va voir. Ça pourrait être pas mal. Restez pour la suite. Bonjour. Et bienvenue dans le pitch. Donc Damien, Corentin, Nicolas. Enchanté. Et alors, Corentin, est-ce que tu veux commencer par une première question peut-être pour Hugo? Tout à fait. Alors, on a une petite question pour toi. Le titre de ton livre, c'est Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Mais on a eu l'impression à la lecture que tu nous parlais plus du pourquoi tu as arrêté de manger les animaux. Est-ce que c'est un choix de ta part de ce titre? Ouais, parce que comment c'est un cheminement en fait. Et ce que je raconte dans ce livre, c'est le cheminement que j'ai traversé pour en arriver à cette décision de devenir végétarien. Et je trouve que le terme comment correspond bien. C'est en faisant des reportages dans les élevages intensifs, c'est en rencontrant des ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, c'est en discutant avec des scientifiques. Et c'est à travers toutes ces étapes, cette prise de conscience progressive, que j'ai décidé de changer mon alimentation et d'expliquer pourquoi du coup et comment dans ce livre. J'aurais pu l'appeler pourquoi aussi, mais je trouve que dans comment il y a l'idée du cheminement, l'explication pratique de ce cheminement. Et alors, le comment, nous, ça nous évoque aussi un problème, enfin en tout cas une difficulté à laquelle sont confrontés pas mal de gens qui commencent justement à se sensibiliser sur ces questions-là et qui se disent mais c'est hyper dur de passer de la prise de conscience des images qu'on voit à l'acte concret d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Est-ce que tu aurais 2-3 éléments à nous donner pour justement gérer le comment passer à l'acte? Alors déjà, c'est vrai que moi j'adore la viande et j'adore le poisson, donc ça a été compliqué pour moi d'arrêter parce que c'est quelque chose que j'adore depuis tout petit. Je mange beaucoup de viande, mon papa a fait de la pêche sous-marine, donc j'ai toujours mangé beaucoup de poissons pêchés par mon père, etc. Donc c'était pas quelque chose de naturel pour moi d'arrêter ça. Mais une fois en fait qu'on réalise et qu'on apprend tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire dans quelles conditions sont élevés et sont abattus les animaux, quelles conséquences ça a pour l'environnement, quelles conséquences ça a pour la biodiversité, tout ça on le sait pas. Moi quand j'avais 20-25 ans, j'étais pas au courant de tout ce qui se passait, j'étais pas au courant de ce que ça impliquait quand je mangeais un steak, quand je mangeais du saumon, voilà, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Donc je pense que
la première étape vraiment clé, c'est l'information, c'est d'avoir accès aux informations, de savoir ce qui se passe. Et il y a une phrase très célèbre de Paul McCartney qui dit que si tous les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. Et je trouve que, bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça traduit quand même bien l'idée que le business de l'agro-industrie, le business de la pêche industrielle repose uniquement sur l'incapacité pour les consommateurs de savoir ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qui se passe, à partir du moment où tu sais ce que ça implique, il ne peut y avoir que de la remise en question. Voilà. Et tout le monde passe par ces étapes-là. Donc moi, le comment arrêter de manger des animaux, déjà, j'ai envie de dire que c'est un truc très personnel. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai pas appelé Pourquoi vous devez arrêter de manger les animaux. Je l'ai appelé Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire aux gens il faut absolument devenir végétarien, il faut devenir vegan, faites ci, faites ça. Moi, je suis personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent manger ou ce qu'ils doivent pas manger. Donc l'idée de ce livre, c'est vraiment un travail d'information, de donner les informations accessibles aux gens pour qu'ils puissent ensuite prendre leurs décisions pour eux-mêmes avec toutes les clés pour prendre ces décisions-là. Et ce qui est très important, et je le dis dans le livre, c'est que même si on ne devient pas végétarien, même si on ne devient pas vegan, on peut quand même réduire un peu sa consommation, on peut éviter certains produits, en favoriser d'autres, éviter les produits issus de l'élevage industriel pour se tourner plus vers des produits issus d'un élevage plus artisanal, éviter d'acheter certains poissons qui sont pêchés avec des méthodes de pêche destructrices, qui tuent notamment les dauphins, qui dévastent les fonds marins. Bref, il y a plein de manières d'agir, autres que simplement devenir végétarien ou vegan, ce qui évidemment a un impact énorme. En devenant végétarien ou vegan, on a beaucoup d'impact sur les animaux, l'environnement, mais on peut aussi simplement réduire et déjà être dans une démarche super positive qui doit être encouragée. Je pense qu'il faut pas tomber dans un tout ou rien. Voilà, c'est pas soit vous devenez végétarien ou vegan et vous êtes quelqu'un de bien, soit vous l'êtes pas et vous êtes un salaud. Je pense qu'il faut vraiment pas tomber là-dedans. On peut manger de la viande et être quelqu'un de super, on peut manger du poisson et être quelqu'un de super. Il y a pas de souci là-dessus, mais ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est de réduire cette consommation. Voilà, ça c'est indispensable, c'est ce que disent tous les scientifiques. Le niveau actuel de consommation de viande et de poisson est incompatible avec le bien-être des animaux. Un animal ne peut pas être heureux dans un élevage intensif, ce n'est pas possible, et est incompatible aussi avec le combat climatique. Si on continue à manger autant de viande et autant de poissons qu'on mange aujourd'hui, malheureusement, on sait ce qui va se passer, on va dans le mur, c'est ce que disent les scientifiques. Et d'ailleurs, même l'ONU, qui est quand même pas une organisation animaliste, obscure, qui est pas une association, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, indique que réduire sa consommation de viande et de poisson est une étape indispensable pour réussir à répondre aux enjeux actuels. Alors, tu parles de nuances un petit peu là, et tu dis justement qu'il y a d'autres moyens à part devenir végétarien ou vegan pour réduire son impact. Dans ton bouquin, quand même, notamment quand tu parles de la question écologique, tu es assez vindicatif, il y a beaucoup de chiffres, t'es assez accablant envers l'élevage industriel et la pêche industrielle. Est-ce que t'as pas peur de justement manquer un peu de nuances, parce que il y aura plein de gens qui vont te dire oui, mais il y a une diversité énorme dans les agricultures, dans les différents élevages, il y a des gens qui sont plus qui font preuve d'un petit peu plus de Bien sûr. Voilà. Méfiance, ouais. Bien sûr, c'est ce que je dis dans le livre. Il y a pas que l'élevage intensif, il y a pas que l'élevage industriel. Il y a des éleveurs qui essaient de travailler dans le respect des animaux et le respect de l'environnement. Bien sûr que ça existe, mais ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'il faut voir la réalité des chiffres aujourd'hui. La norme aujourd'hui en France, en Europe et globalement dans tous les pays riches, c'est l'élevage intensif. Par exemple, si vous prenez les cochons, en France, 99% des cochons sont élevés dans des bâtiments fermés et ne voient jamais l'extérieur. 95% des cochons sont élevés dans des bâtiments fermés dans lesquels il n'y a même pas de paille, de boue ou de matière organique. 95% des cochons sont sur des grilles qu'on appelle des caillebotis à travers lesquelles passent leurs excréments. Et donc toute leur vie, ils sont enfermés sur du fer ou du plastique, du métal ou du plastique. Ils ne voient jamais la lumière du jour, ils sortent jamais à l'extérieur, ils respirent pas à l'extérieur. Le seul moment où ils sortent de l'élevage, c'est pour partir à l'abattoir dans un camion. Ça, c'est la réalité de l'élevage porcin aujourd'hui. 95%. Donc oui, il y a 1% d'éleveurs qui font de l'élevage en plein air de cochons en France. Ils existent, effectivement, mais c'est 1%. Si vous prenez les poulets, par exemple les poulets de chair, donc les poulets qu'on mange, parce qu'il y a deux types de poulets, il y a les poules pondeuses, qui sont destinées uniquement à faire des œufs, et ensuite qui sont consommés, mais en général pas en France, parce que c'est de la viande de mauvaise qualité, et les poulets de chair, donc les poulets qui sont élevés pour la consommation de leur chair. Plus de 80% des poulets de chair en France vivent dans des élevages extrêmement intensifs, où des milliers, voire des dizaines de milliers de volailles sont entassées dans des hangars avec un espace de vie par volaille qui correspond à peu près à une feuille A4. Je vois que tu as une feuille A4 dans la main. Ça, c'est l'espace moyen de vie d'un poulet dans un élevage intensif. Voilà, c'est là-dessus qu'il vit. Donc,
plus de 80% des poulets de chair en France, c'est de l'élevage ultra intensif. Vous prenez du lapin, 99% des lapins en France sont élevés en cage. Les dindes, les cailles, c'est de l'élevage en cage. Majoritairement. Les canards élevés pour leur foie gras sont majoritairement élevés dans des élevages intensifs. Vous prenez les truites, les saumons qui viennent de pisciculture, qui sont dans des élevages ultra intensifs en grande majorité. Vous prenez même le bovin. Alors le bovin, c'est un peu l'exception. C'est souvent ce que les syndicats agricoles, les défenseurs de l'industrie agroalimentaire mettent en valeur, c'est l'image de la vache dans le pré, etc. Alors oui, effectivement, en France, la majorité de l'élevage bovin, pour les bovins destinés à faire de la viande, c'est encore de l'élevage où les animaux ont accès au pâturage, ont accès au plein air, ne sont pas enfermés dans des bâtiments. Mais déjà, l'élevage intensif se développe de plus en plus pour l'élevage laitier, par exemple. On peut parler de la fameuse ferme des 1000 vaches qui a été abandonnée récemment, mais on voit bien l'idée qui est d'entasser toujours plus d'animaux dans un espace réduit. Et ensuite, il faut relativiser l'importance des bovins qui, en nombre d'animaux élevés et abattus en France, représentent moins de 5% des animaux élevés et abattus en France. Donc plus de 95% des animaux qu'on élève et qu'on tue en France ne sont pas des vaches. Donc voilà, il faut déconstruire un peu toutes les images que la publicité et que les communicants nous mettent en tête, qu'on voit les pubs à la télé pour les fabricants de viande. On a toujours l'impression que c'est des animaux qui sont à l'extérieur, au soleil, entre copains, qui s'amusent. Ça, c'est de la communication, c'est de la publicité. La réalité des chiffres, et qui sont pas des chiffres que j'ai inventés, qui sont des chiffres qui sont donnés par les filières d'élevage elles-mêmes. Par exemple, les 95% de cochons élevés en bâtiment fermé sur caillebotis, c'est la filière du porcin qui donne ces chiffres-là. Donc, voilà, la réalité aujourd'hui, c'est l'élevage intensif. Ça ne veut pas dire que l'élevage non intensif n'existe pas. Il existe, mais il est extrêmement minoritaire. Donc, quand vous allez... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand vous allez dans un supermarché acheter du jambon, vous êtes quasiment certain que c'est du cochon qui a été élevé dans un élevage intensif. Dans ton livre, on a toute cette portion du bouquin qui parle de la maltraitance animale, de la souffrance animale. Tu as aussi un chapitre sur l'écologie qu'on a abordé juste avant. Il y a une des possibles solutions, en tout cas ouverture qu'on a abordé dans le podcast en rapport avec ton livre, c'est tout ce qui est consommation de protéines d'insectes, tout ce qui est aussi l'évolution de la viande synthétique. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Est-ce que tu as des petites pensées, des recherches que tu as fait ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est proche de nous ? Est-ce que ça va arriver ? Je pense que à la fois pour la protéine d'insectes et pour la viande de laboratoire, ça reste voilà, c'est très très marginal aujourd'hui. On peut pas, c'est pas un vrai enjeu de société en tout cas aujourd'hui, puisque moi j'ai jamais mangé de viande synthétique. Je pense que c'est votre cas aussi. Je sais même pas où on peut en trouver. Je sais même pas si c'est commercialisé aujourd'hui en France. À Singapour, je pense pas d'ailleurs. Donc l'instant. on est voilà. C'est pour moi c'est un peu une manière de dévier le débat d'oublier la situation et l'importance de la situation aujourd'hui, qui est qu'on tue 3 millions d'animaux tous les jours en France et que l'écrasante majorité de ces animaux sont entassés dans des élevages intensifs. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. On peut parler des insectes, on peut parler de la viande de culture, etc. Mais l'urgence, c'est déjà d'arrêter l'élevage intensif. Voilà, ça, c'est l'urgence. Une fois qu'on aura réglé ce problème-là, et on est loin de l'avoir réglé, on pourra peut-être s'intéresser, est-ce qu'on peut manger de la viande de synthèse, est-ce que c'est mieux que de l'élevage artisanal, etc., etc. Mais je pense qu'il ne faut pas se perdre trop dans ces prospectives-là, parce que c'est un peu une manière de ne pas voir la réalité aujourd'hui, quoi. Et puis surtout, je pense que les végétariens le montrent au quotidien. Les études qui sont menées sur la santé des végétariens ou des véganes concluent plus ou moins toutes la même chose. C'est que il est possible d'être en bonne santé et d'être végétarien ou d'être végane. C'est absolument pas indispensable de manger de la viande ou du poisson pour être en bonne santé. Donc que cette viande soit issue de laboratoire ou pas, c'est pas indispensable. Voilà, c'est un plaisir gustatif. La viande, c'est un plaisir gustatif, et je sais de quoi je parle. Le poisson, parce que j'adore ça. Donc je peux comprendre que ce soit un vrai plaisir, mais c'est pas une nécessité. Voilà, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour être en bonne santé. Et ça, je pense qu'il faut vraiment déconstruire ces choses-là et sortir un peu des idées reçues. Moi, j'ai une petite aujourd'hui qui a 14 mois. Elle a jamais mangé un bout de viande et jamais un bout de poisson, et elle est en très bonne santé. Elle est au-dessus des courbes pour son âge en termes de poids et de taille. Tout va bien, et il est possible de ne pas manger de viande et de poisson tout en étant en très bonne santé, y compris pour les enfants. Tu parles de maltraitance animale. Il y a un sondage récent qui montre, c'est un sondage IFOP, que 70% des Français considèrent que les politiques ne défendent pas assez bien les animaux. Et dans le même temps, fin janvier, l'Assemblée nationale examinait un projet de loi sur la maltraitance animale, mais cela ne concernait que les animaux de compagnie.
Ma question, c'est pourquoi cette défense des animaux que les Français semblent prendre à cœur ne s'applique pas aux animaux d'élevage, selon toi? Ça vient d'où? Parce qu'il y a de gros lobbies derrière, que ce soit sur les questions de chasse ou d'élevage, il y a des lobbies, des groupes très organisés qui font pression sur les politiques pour que rien ne bouge sur ces sujets-là. Il n'y a pas de lobbies qui font pression pour pouvoir maltraiter des chats ou des chiens. Voilà, ça n'existe pas parce qu'il n'y a aucun intérêt économique à le faire, parce que les Français sont très attachés à leurs animaux de compagnie. En revanche, il y a beaucoup d'intérêts économiques derrière l'élevage, beaucoup d'intérêts politiques, même économiques parfois derrière la chasse, notamment certains modes de chasse. Je pense à la chasse à courre qui est très prisée par une catégorie très élevée de la société française et qui sont des gens qui ont accès aux politiques, qui ont accès aux décideurs parce qu'ils sont dans les mêmes cercles que eux et donc ils arrivent à défendre leurs pratiques. Voilà, pour moi c'est la raison, c'est que si cette loi n'a pas abordé les questions d'élevage et de chasse, c'est pour ne pas froisser ces lobbies-là et pour ne pas prendre de risques en termes politiques sur ces questions-là. C'est beaucoup plus facile de faire des lois sur les animaux de compagnie que de faire des lois sur les animaux d'élevage. Pourtant, entre un chien et un cochon, d'un point de vue purement scientifique, biologique, en termes d'intelligence, en termes d'émotion, de caractère, il y a très peu de différence. Un cochon est au moins aussi intelligent qu'un chien. Un cochon est au moins aussi capable qu'un chien de ressentir de l'empathie, de la tristesse, une certaine forme de deuil même. Voilà, ce sont des animaux qui sont très proches et qui sont très proches de nous, que ce soit le chien ou le cochon. Donc il n'y a pas vraiment de raison éthique, philosophique, de différencier un chien d'un cochon. Voilà, c'est une raison économique. C'est-à-dire que l'exploitation du cochon rapporte des centaines de millions d'euros à l'industrie agroalimentaire. Et c'est des gens qui sont prêts à beaucoup de choses pour défendre leur business. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on n'arrive pas forcément à assimiler de la maltraitance envers un cochon et de la maltraitance envers un chien? Pourquoi c'est si difficile de faire ce distinguo-là? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que la maltraitance sur les cochons, on la voit pas, tout simplement. La maltraitance sur les cochons, elle est cachée puisqu'elle a lieu derrière des bâtiments d'élevage intensif. Alors, les défenseurs de l'élevage intensif vont vous dire mais les cochons sont pas maltraités, on les frappe pas. Peut-être que les cochons sont pas frappés, certainement même s'il doit y avoir des exceptions. Mais l'élevage intensif en lui-même est une maltraitance. Quand vous enfermez une truie dans une cage où elle peut même pas bouger, même pas se retourner, où elle peut pas s'occuper de ses petits, c'est une maltraitance. Quand vous enfermez des dizaines de cochons dans un enclos sans accès à aucune matière organique, sans accès à l'extérieur toute leur vie, c'est une maltraitance. Quand vous castrez les porcelets sans anesthésie, c'est une maltraitance. Quand vous coupez la queue de manière systématique des porcelets, c'est une maltraitance. L'élevage intensif est une maltraitance. Sauf qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas. Tous les jours, quand vous vous baladez dans la rue, quand vous êtes avec vos potes, personne ne voit la maltraitance dont sont victimes ces cochons. Si un cochon était au milieu d'un parc public, enfermé dans une cage minuscule, castré sans anesthésie, la queue coupée, exposé devant tout le monde trouverait ça scandaleux. Tout le monde trouverait ça dégueulasse. Et il y aurait plein de monde qui essaierait de libérer ce cochon, qui ferait des pétitions pour que ce cochon soit laissé tranquille, pour qu'on arrête de l'enfermer dans cette cage minuscule. Voilà, sauf que on voit pas cette maltraitance. Elle a lieu dans les élevages intensifs. Donc pour moi, c'est ça la différence. C'est pour ça que les gens s'indignent moins de la maltraitance qui vise les animaux d'élevage parce qu'ils n'en sont pas témoins et c'est normal et on peut les comprendre. Et moi, je jette pas la pierre aux gens qui se mobilisent pas pour les cochons parce que moi, il y a encore 5 ans, ça m'était complètement égal et je m'étais même jamais posé la question. Et quand je mangeais du saucisson ou du jambon, je pensais simplement à mon plaisir. Je me disais que c'était trop bon et que j'en voulais encore et je pensais pas du tout à ce qu'il y avait derrière. Donc, il faut surtout pas culpabiliser les gens. Il faut les informer, leur montrer ce qui se passe et une fois qu'on sait, on peut plus vraiment accepter de continuer comme si de rien n'était. Voilà. Donc, c'est aussi la responsabilité des politiques, c'est aussi la responsabilité des industriels qui ont poussé les éleveurs à produire toujours plus pour toujours moins cher, parce que les éleveurs sont aussi des victimes de ce système-là. On le sait, il y a un taux de suicide record parmi les agriculteurs, notamment parmi les éleveurs, parce qu'ils sont souvent surendettés, parce que malgré le fait qu'ils produisent toujours plus d'animaux à des coûts toujours moins élevés, ils n'arrivent pas à augmenter pour autant leurs revenus. Donc les seuls qui profitent de ce système de l'élevage intensif, c'est l'agro-industrie. C'est eux qui se font de l'argent dessus. Et les éleveurs, ils sont poussés dans ce système-là et ils se retrouvent piégés. Donc, je pense que c'est la responsabilité des politiques
de dire ça suffit, on accompagne les éleveurs qui sont bloqués dans ce système-là pour les aider à sortir de ce mode de production, en leur donnant des subventions, en les accompagnant dans une reconversion, en leur permettant d'aller vers un mode d'élevage plus responsable, plus éthique. Tu cites énormément de chiffres dans ton livre, c'est d'ailleurs très très dense en informations. S'il y en avait un seul aujourd'hui qui te paraîtrait hyper important et révélateur du combat que tu essaies de mener, ça serait lequel ? Je pense qu'il y a un chiffre qui est révélateur de la démesure dans laquelle on est aujourd'hui, qui est révélateur aussi de la manière dont on considère des animaux comme des objets. C'est 3 millions d'animaux abattus chaque jour en France. Voilà, 3 millions d'animaux terrestres seulement. Parce que si on prend en compte les poissons, c'est beaucoup plus. Donc voilà, ce chiffre, pour moi, il dit tout. C'est énorme, c'est tellement énorme, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais on n'a pas besoin de tuer 3 millions d'animaux par jour en France pour se nourrir. Voilà, ce discours, c'est faux. Ça peut être un plaisir, ça peut être parce qu'on aime bien manger de la viande, et c'est un argument. Hein. Il ne faut pas rejeter cet argument en disant ça vaut pas, ça vaut. Mais arrêtons de faire croire aux gens qu'on a besoin de tuer 3 millions d'animaux par jour pour se nourrir. C'est faux. On mange trop de viande. Tout le monde le dit. Que ce soit les scientifiques spécialistes du climat, que ce soit les scientifiques spécialistes du bien-être animal, que ce soit les spécialistes de notre santé. Les agences de santé publique recommandent toutes de manger moins de viande, notamment moins de viande rouge et moins de viande transformée comme la charcuterie. C'est mauvais pour la santé, on le sait, c'est connu depuis des décennies. Le niveau actuel de consommation de viande est beaucoup trop élevé et augmente le risque de cancer, augmente le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc voilà, moi mon discours, c'est vraiment pas de dire à tout le monde devenez végétarien. C'est pas ça que je dis, hein. Vraiment pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun décide pour soi quel régime alimentaire il a envie d'adopter. En revanche, le niveau actuel de consommation n'est pas tenable. Il n'est pas tenable pour nous, il n'est pas tenable pour l'environnement, il n'est pas tenable pour la biodiversité et il est évidemment pas tenable pour les animaux qu'on exploite et qu'on fait souffrir. Et alors, toi, justement, sur ce mode de vie et ce régime alimentaire, tu voyages beaucoup. La semaine dernière, tu nous disais que tu étais au Kenya, au Mexique avant. L'un des gros arguments pour ce régime qu'on a tous, manger de la viande et tout ça, c'est que c'est quand même pratique, entre guillemets. Comment est-ce que tu vois les régimes alimentaires à travers le monde ? Est-ce que tu as rencontré des gens dans des pays peut-être qui mangent très peu de viande culturellement ? Et comment toi, tu gères pendant tes voyages ton régime alimentaire ? Je pense que, alors moi, j'ai pas du tout de mal à être végétarien, quels que soient les pays où je vais. Il y a toujours des plats végétariens en fait. Dans toutes les cultures, on trouve des plats sans viande et sans poisson pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, la grande majorité des gens n'avaient pas les moyens de manger de la viande et du poisson, qui étaient des plats pour les gens les plus aisés, notamment la viande. Et donc, dans la plupart des cultures culinaires à travers le monde, il y a des plats végétariens, des plats très bons végétariens qui sont même très souvent au centre de la gastronomie et qui font qu'on n'a aucune difficulté à manger végétarien. Vegan, c'est un peu plus compliqué. Alors, je suis pas vegan, donc je peux difficilement m'exprimer sur la question, mais je pense que vegan, effectivement, dans certains pays, c'est plus compliqué. Mais après, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de pas mettre tous les peuples et tous les pays dans le même panier. Il y a, par exemple, des villages de pêcheurs à Madagascar, des villages de pêcheurs dans certains pays relativement pauvres, qui font ce qu'on appelle de la pêche de subsistance, c'est-à-dire qu'ils vont pêcher pour manger le poisson qu'ils pêchent. Ils vont pêcher pour donner ce poisson à leur famille, à leur communauté, mais pas pour le vendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment différencier la pêche de subsistance et la pêche commerciale. Quand il s'agit d'aller chasser pour se nourrir, parce que c'est la seule nourriture disponible et que si on va pas chasser, on meurt de faim. Quand il s'agit d'aller pêcher pour se nourrir, parce que sinon, on meurt de faim. Évidemment, c'est pas contestable. Et personne ne peut contester ça. Ça fait partie de la nature, d'une forme de chaîne alimentaire où, à un moment, on a besoin de se nourrir, donc on va prélever des ressources qui nous permettent de nous nourrir. Mais nous, dans les pays occidentaux, en France notamment, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'a pas besoin de pêcher pour se nourrir, on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir. On a accès à tout un type de nourriture qui nous permettent de choisir de manger ou pas de la viande et du poisson. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le règne animal, les autres espèces omnivores, parce qu'on est une espèce omnivore et on a souvent tendance à dire, omnivore, c'est il faut manger de tout. Non, c'est pas ça les espèces omnivores. Omnivore, c'est on peut manger de tout. On est une espèce qui s'adapte, qui est polyvalente, et on peut manger de la viande quand on en a besoin, quand on n'a pas autre chose, ou manger que des fruits, que des végétaux, etc. La plupart des espèces omnivores autres que l'être humain, comme les singes, les ours, les sangliers, par exemple, sont des espèces qui mangent très 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 peu
de viande et de poisson. Très peu d'autres animaux. Et d'ailleurs, quand ils en mangent, c'est souvent des insectes. Donc, la plupart des espèces omnivores sont la plupart du temps herbivores, en fait, végétariennes. La majorité de leur régime est constitué de végétaux. Et donc, il faut aussi qu'on revienne un peu à ce qu'on est, c'est-à-dire une espèce qui fait partie d'un grand écosystème, d'une chaîne qui effectivement par moment, par nécessité, peut manger de la viande et du poisson en chassant, en pêchant, mais qui n'est pas censé en faire la base de son alimentation et qui n'est pas censé en manger autant. En France, on mange 86 kilos de viande par an et par personne. C'est au-delà de tout ce que la nature, de tout ce qu'il y a de normal dans la nature. Voilà. Alors il y a souvent des gens qui comparent, qui disent oui, mais le lion, tu vas pas lui interdire de manger des gazelles. Le lion est carnivore. Voilà, il y a des espèces carnivores, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent survivre que si elles mangent de la viande. Si un lion ne mange pas de viande, s'il se met à manger des pommes, il meurt. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Je suis végétarien, je suis pas mort. Je vais très bien et c'est le cas de plein de personnes. Donc voilà, il faut remettre un peu de contexte dans tout. C'est pas parce qu'il y a certains pêcheurs à Madagascar qui vont pêcher parce qu'ils en ont besoin pour survivre que ça justifie la pêche industrielle chez nous. C'est pas parce que le lion mange la gazelle que ça justifie qu'on tue 3 millions d'animaux par an en France pour les manger alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et d'ailleurs, sur la question de la viande, c'est l'industrie de la viande, elle nourrit les pays riches. C'est ça la réalité. 86 kilos de viande par an et par personne en France. Dans un pays en Afrique, en moyenne, dans les pays en Afrique, c'est en moyenne 15 kilos par an et par personne. Donc, l'écrasante majorité de la viande produite par l'élevage industriel est consommée par des pays riches. Les pays pauvres n'ont pas accès à cette viande-là. Et ils en mangent beaucoup moins que nous. Par exemple, en Inde, il y a 30 à 35% de la population qui est végétarienne intégralement. C'est énorme. Et c'est pour des questions religieuses, etc. Mais ça prouve bien que c'est possible d'avoir des dizaines, des centaines de millions de personnes végétariennes. Donc voilà, le discours de l'industrie de la viande qui dit il faut bien nourrir la planète, c'est complètement faux. Au contraire, l'industrie de la viande elle monopolise à peu près 70% des terres agricoles mondiales aujourd'hui. 70% de l'espace agricole est monopolisé pour l'élevage, parce que c'est pas que les pâturages, hein, c'est aussi et surtout toute la nourriture, toutes les céréales qu'il faut faire pousser pour nourrir les animaux d'élevage. Par exemple, la quasi-totalité, en tout cas l'écrasante majorité du maïs cultivé en France, c'est pas du maïs doux destiné aux êtres humains. C'est pas le maïs qu'on mange nous. C'est du maïs qui est destiné à nourrir les animaux d'élevage. Et donc, si on mangeait moins de viande au niveau mondial, on pourrait réduire cette surface agricole et on pourrait surtout consacrer une partie de la surface agricole qui aujourd'hui est monopolisée par l'élevage à des cultures qui permettraient de nourrir directement des êtres humains et d'ailleurs de nourrir plus d'êtres humains. Parce que pour un hectare de culture, on produit beaucoup plus de protéines avec des plantes qu'un hectare de culture consacré à l'élevage. Voilà, c'est beaucoup plus rentable d'un point de vue calorique, c'est beaucoup plus rentable d'un point de vue agricole de produire des protéines avec des plantes plutôt qu'avec de la viande. Eh ben merci Hugo. Si tu as encore quelques minutes, on aimerait bien finir l'entretien par une ou deux petites questions un peu plus légères. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es végétarien du coup ? Ça fait 5 ans à peu près. Ça fait 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire malaise en annonçant que tu es devenu végétarien? Parce qu'on sait que parfois ça peut susciter des débats en famille, notamment avec les amis. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote révélatrice? Non, alors moi j'ai eu beaucoup de chance peut-être, mais des malaises, il y en a pas vraiment eu. Des incompréhensions peut-être? Des incompréhensions, oui. Enfin, des gens qui, par exemple, pensent que végétarien, c'est juste la viande, ça concerne pas le poisson. Ça m'est arrivé assez souvent de commander, de dire dans un resto, apportez-moi juste un plat végétarien, peu importe lequel, et ils t'apportent du poisson. Bon voilà, t'as encore quelques incompréhensions comme ça, mais globalement, honnêtement, je trouve que c'est très bien accepté aujourd'hui. Vraiment. Il n'y a aucun problème pour être végétarien dans tous les milieux, dans tous les endroits où je vais. Les gens sont très, très compréhensifs, comprennent tout de suite et respectent votre choix. Vraiment, je dois dire que c'est vraiment simple aujourd'hui d'être végétarien. Je pense que c'était peut-être pas le cas il y a 10-15 ans, où les gens devaient être beaucoup plus moqués, etc. Alors ça existe toujours peut-être aujourd'hui. Il y a toujours dans des familles des gens qui se moquent. Bon, comme on se moque un peu d'autres sujets dans les familles, quoi, comme d'autres thématiques d'engagement doivent être sujettes à la moquerie, mais globalement, c'est quand même assez facile, vraiment. On parlait tout à l'heure un peu d'utopie avec ce truc de viande artificielle, ces choses-là. Et tu nous as dit aussi que t'aimais beaucoup tout ce qui était viande avant, saucisson, poisson surtout. Si aujourd'hui tu pouvais te faire un petit plaisir qui ne
qui n'avaient pas d'impact sur des animaux parce que c'est artificiel et pas d'impact sur l'écologie. Imaginons un monde où là t'as un plat, tu peux te choisir un plat mais qui n'occasionne aucune souffrance animale, pas de rejet de CO2 dans l'atmosphère et qui a pas de conséquences et que personne le sait. Il faut qu'on rêve un petit peu là, on sort de 2020 Ouais. Ouais, bah écoute, non, je vois bien l'idée. Écoute, je pense que ça serait un ceviche de dorade. C'est bon ça, un ceviche de dorade. mais il faut quand même dire un truc, il faut quand même que je dise un truc, parce que moi j'adore la viande et le poisson. Mais j'ai découvert depuis que je suis végétarien une diversité de plats ultra bons, végétariens sans viande et sans poisson, dont j'avais même pas idée avant. C'est-à-dire que le fait de devenir végétarien, le fait d'arrêter la viande et le poisson, te pousse à découvrir des trucs que tu connaissais pas, à t'ouvrir à toute une forme de gastronomie qui était complètement en dehors de ton champ de vision. Et en fait, tu te rends compte de la richesse de la gastronomie végétarienne. Et moi, je prends encore plus de plaisir aujourd'hui à manger qu'avant. Alors, je dis pas que parfois, quand je sens les odeurs de barbecue l'été, j'ai pas envie de me faire une saucisse, hein, je dis pas ça. Mais dans la majorité des cas, en fait, je prends un plaisir dingue à manger et il se trouve que mes plats préférés aujourd'hui sont les plats préférés qui étaient déjà mes plats préférés avant. C'est juste qu'il n'y a plus de viande et de poisson dedans. Moi, je suis un grand fan de pad thai, par exemple. Moi, j'adore le pad thai. Je pourrais en bouffer tous les jours, matin, midi et soir. Tu me sers un pad thai, mais n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je le mange. Et en fait, le pad thai traditionnel en Thaïlande, il y a du tofu dedans. Il n'y a pas de bout de porc ou de bout de bœuf comme ils mettent chez nous. Enfin, maintenant, il y en a parce qu'il y a des touristes, mais le vrai pad thai, c'est pas un pad thai avec de la viande. Donc en fait, il y a plein de plats comme ça que j'imaginais même pas sans viande et en fait qui sont au moins aussi bons sans viande et sans poisson. Voilà. Et on peut se faire plaisir, on peut adorer bouffer, on peut adorer les restos. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut adorer la bouffe et être végétarien. Et il y a un exemple qui est très symbolique là, qui a eu lieu il y a quelques semaines, puisqu'il y a la première chef végane qui a obtenu une étoile au Michelin. Voilà, c'est la première fois qu'un restaurant 100% vegan a été étoilé au Michelin, ce qui montre bien que gastronomie et végétarisme ou véganisme ne sont pas incompatibles. Ok, donc si on veut commencer à être vegan ou végétarien, on commence par un pad thai, quoi. On commence par ce que vous voulez. Tous les plats les plus populaires, tu prends les pizzas, tu prends les pâtes, tu prends les gratins, les plats à base de riz, tout ça. Tu peux faire des versions végétariennes sans aucun problème. Moi, j'adore les pizzas aussi. Dans toutes les pizzerias où je vais pour acheter des pizzas, il y a des super recettes sans viande et sans poisson qui sont ultra bonnes. Et d'ailleurs, souvent mes potes qui sont avec moi et qui commandent une pizza avec de la viande, ils me piquent plus les parts à moi qu'ils finissent les leurs, quoi. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Si tu avais aujourd'hui un ou deux conseils culinaires à donner aux gens qui veulent découvrir un plat végétarien qu'ils connaissent pas. Il y en a tellement. Alors attends, il faut que je me creuse la tête pour en choisir un peu original parce que... attends, je demande à Alex. Un plat végétarien à absolument découvrir parmi tous les plats végétariens. Le curry, t'as dit, c'est vrai. Curry, trop bon. Et sinon, il y a aussi tous les plats africains en version végétarienne. Il y a le mafé végétarien. Ça, c'est trop bon. Le mafé, il est... Ouais, le yassa. Ouais. Yassa, massé végétarien et vegan, c'est une tuerie. Une tuerie. Hein? Oui, mafé, pardon. Yassa, mafé. J'ai fait un mix, j'ai fait yassé. Yassa. Ah, j'y arrive plus! Yassa, mafé, c'est une tuerie. Risotto champignons, risotto fromage champignon, risotto truffe, les légumes farcis, végétariens, tous les gratins, toutes les pâtes là, les pâtes au girolles. Laisse tomber, il y en a. Je peux t'en faire une liste pendant 2 heures. Et ça coûte pas plus cher en plus. Mais ça coûte pas plus cher, non, mais ça coûte moins cher de manger végétarien. Alors au resto, c'est à peu près kiff-kiff, je pense. Mais par contre, chez toi au quotidien, ce qui coûte le plus cher au supermarché ou au marché, c'est la viande et le poisson. Hein. C'est ça qui coûte le plus cher. Donc forcément, quand tu supprimes la viande et le poisson, et que tu le remplaces pas par des produits industriels végétariens transformés qui sont d'ailleurs pas forcément meilleurs hein, pour la santé, mais que tu le remplaces par des légumes et des fruits frais, par des céréales, des légumineuses, des trucs, voilà, des produits de saison frais et trop bons, bah en fait ton budget nourriture il diminue quand tu supprimes la viande et le poisson. Après au resto, c'est vrai qu'honnêtement ça change pas grand chose. Hein. Je pense que les plats végétariens ou véganes ils coûtent aussi cher que les plats avec de la viande.
Bah merci beaucoup pour merci cette beaucoup, liste. Hugo. Ouais. Bah de rien. Merci à toi. Bah merci à toi, profite du soleil et puis merci à Alexandra pour l'assistance. Ouais, je lui dirai. Je te remercie pour les idées de plats. Voilà. Et bonjour à la Bretagne. Ça roule. Merci. Salut Hugo. Salut les gars, ciao.